Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 119e numéro aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain, mais aussi des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont actuellement évidemment avec leur sélection pour disputer l'Euro 2020. On va parler de pas mal de sujets aujourd'hui, notamment on va revenir quand même sur ce France-Portugal hier, de partout entre les deux sélections qui sont donc qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro. On reviendra sur le match et plus particulièrement sur le match de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, les Parisiens de l'effectif. On passera ensuite à Georginio Wijnaldum, le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, qui réalise un très bel Euro avec les Pays-Bas. Et on terminera comme d'habitude avec une page mercato sur les dossiers en cours et les dossiers qui sont en cours de finalisation. Pour parler de tous ces sujets, comme toujours très intéressants, je sais que vous l'attendez ce podcast, je le dis chaque semaine, mais on a encore eu beaucoup de réactions pour nous demander quand est-ce qu'on tournait le prochain podcast. Et donc voilà, on l'enregistre aujourd'hui et c'est avec grand plaisir qu'on va parler de tous ces sujets. Tout d'abord, pour m'accompagner, Yacine Amned. Comment vas-tu, Yacine? Ça va tous, ça va, merci. Ça va? T'as vu un beau match hier? Ouais, c'était le meilleur des trois en tout cas. Pour moi, il y avait un peu de vie. Si, la deuxième mi-temps, il y avait un peu de vie et tout. C'était pas, on peut en revenir vite fait, mais par exemple contre l'Allemagne en deuxième mi-temps, tu mets 2 contre, mais t'as pas le ballon, etc. Je trouvais qu'il y avait quand même plus de choses intéressantes sur la deuxième mi-temps contre le Portugal que contre la Hongrie ou voilà. Et le Allemagne-Hongrie aussi était intéressant. À côté, on avait, Il était fou. Je fais le débrief au club des 5, le Allemagne-Hongrie, avec le déluge là un torrent, la pluie, etc. C'était n'importe quoi. L'Allemagne, le but de la Hongrie, c'était fou. L'Allemagne s'est qualifiée à 22h43. C'est ça qu'il faut préciser. Et la Hongrie a tenu la dragée haute aux sélections de son groupe. Mousse également qui est avec nous pour nous accompagner comme d'habitude. Comment ça va, Mousse? Écoute, ça va bien. Salut les gars. Le soleil est de retour sur Nantes. C'est cool. Après une semaine de pluie et de grisaille, on entrevoit un peu quelques rayons de soleil, donc ça fait plaisir. J'ai bon espoir d'aller bientôt à la plage. Ça fait 3 mois que je dis ça. Et nous, écoute, nous, Mousse, c'est l'inverse. On a eu du beau temps, etc. Et nous, ça fait 4 jours que c'est de la flotte à Paris et temps nuageux. Donc voilà, chacun son tour. Et voilà. Enfin, il fait son retour avec nous, on n'a plus besoin de le présenter maintenant. Samy Wojtabi, qui fait le plaisir d'être avec nous pour ce podcast. Comment ça va, Samy? Ça va très bien, bonjour à tous. Toujours un plaisir de participer à ce podcast avec les meilleurs spécialistes du meilleur club de France. Forcément. Grande Samy. Tout se passe bien. Il sait faire son entrée dans le podcast, celui-ci. Il sait se faire apprécier des gens qui nous suivent. Et tous aussi, évidemment. Voilà, on a encore la crème de la crème marocaine avec nous aujourd'hui dans le podcast. On va donc commencer par le premier sujet dont je vous ai causé, le débrief de ce France-Portugal. Donc, de partout entre les deux sélections, les deux sélections qui sont donc qualifiées dans ce groupe F, classement final. La France qui termine première avec 5 points, plus petit leader de toutes les poules de l'Euro. L'Allemagne qui est passée très, très près de l'élimination, en tout cas de se faire éliminer à un moment parce qu'il perdait contre la Hongrie. Termine deuxième finalement avec cette égalisation en fin de match de Goretzka, donc 4 points. Le troisième, le Portugal, termine aussi avec 4 points, mais donc termine parmi les meilleurs troisièmes. Et la Hongrie, dernière avec 2 points. Pour revenir sur le match France-Portugal, Yacine, il y a eu l'ouverture du score de Ronaldo sur penalty après une grosse faute de Lloris sur un Parisien, Danilo Pereira, qui a été bien sonné, le pauvre, sur ce choc. Ensuite, un partout juste avant la fin de la mi-temps avec Benzema qui égalise dans le temps additionnel sur un penalty obtenu grâce à Kylian Mbappé. Et puis, retour des vestiaires en début de deuxième, très rapidement, Benzema qui donne avantage aux Bleus sur une sublime passe de Paul Pogba dans la profondeur. Au début, on pensait qu'il y avait hors-jeu, mais finalement, avec de l'aide de la VAR, le but a été confirmé. Et puis, l'égalisation du Portugal, quand même dans un temps fort de l'équipe de France, donc il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Le doublé pour Cristiano Ronaldo, donc sur penalty, après une main dans la surface de Jules Koundé. Yacine, au final, la France termine première de son groupe, mais ça a été compliqué quand même hier, sur notamment la première période, où les Bleus ont quand même énormément souffert. Heureusement, l'égalisation juste avant la mi-temps fait du bien, et puis dans la deuxième période, on a vu quand même du mieux de la part de l'équipe de France. Ouais, après, c'est à l'image de ce que propose Deschamps depuis des années. C'est-à-dire que c'est une équipe qui veut pas du ballon. C'est une équipe qui n'a pas de principe. C'est une équipe qui est basée sur une solidité. Et d'ailleurs, il faudrait. Alors, c'est dommage parce que je l'ai pas fait. Et en fait, je le ferai pas parce que je pense que c'est pas du tout le moment et que ça va être une catastrophe. Mais en fait, il faudrait voir ce que ça veut dire solidité. La solidité, c'est pas juste ne pas prendre de but. Il y a énormément d'erreurs.
Pour moi, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est moins flagrant, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent au fameux Bayern PSG, où l'équipe de France défend beaucoup avec son cœur. Voilà, ils vont dans le duel, Kimpembe, Varane, une tête par-ci, un contre par-là. En vérité, cette solidité, elle est masquée par des qualités individuelles qui font que tu prends le dessus voilà, sur certains duels. Mais en réalité, tactiquement, il y a des choses, c'est extraordinairement dégueulasse. Voilà. Mais bon, il faut rien dire. Voilà, la France gagne, ils sont encore qualifiés, donc on ne peut pas dire grand-chose. Voilà. Maintenant, il y a deux choses. Il y a la première période hier, où effectivement, tu as Renato Sanchez qui marche sur le milieu de terrain français. Tu as des couloirs qui ne sont pas exploités. Tu as Tolisso qui joue à droite, on se demande pourquoi. Alors, on avait fait un papier avant le match. Alors, c'était la rumeur, mais il y avait encore un doute sur le fait que peut-être Tolisso en 6 avec Kanté en 8. Enfin, bref. Bon, finalement, c'était bien Tolisso à droite et ça a été une énorme erreur. Déjà, il n'a pas les jambes, mais en plus, c'est pas son poste. Il peut pas faire du Matuidi parce qu'au moins Matuidi, il a cette activité, cette façon de prendre la profondeur qui permet d'apporter quelque chose. Sur les côtés, bah, ça a été compliqué. Griezmann, il passe son temps à défendre. Alors, encore une fois, il aime ça, il met des tacles et tout. Mais on nous parle depuis maintenant 3 semaines, un mois de ce fameux trio. Moi, je suis désolé, je vois rien. Voilà. Alors, je vois par bribes, évidemment. Il y a des échanges, il y a des trucs. Mais il y a des centres. Benzema, il a décroché, il n'y a plus personne. Griezmann, il joue trop bas. Mbappé, il reste sur son côté gauche. Moi, je suis désolé, je sais. Ok, vous pouvez commencer à lancer les messages dès la 8e minute du podcast en disant allez, on tape sur Mbappé. Moi, je suis désolé. Quand je vois, pour l'instant, Mbappé n'a pas démarré son Euro. Alors que ce soit le joueur le plus dangereux entre guillemets parce que les équipes adverses en ont peur. Oui, mais qu'on me raconte pas qu'il fait des bons matchs. Voilà. Il y a des éclairs. Voilà, comme la passe de Benzema contre la Hongrie. Voilà. Hier, il y a 1 ou 2 éclairs. Il y a cette frappe où effectivement, il peut peut-être. Alors, je sais pas s'il en rejoue pas. Quand Patricio la sort en première période où il ouvre pas assez son pied. Il n'est pas en jeu. Il est pas en jeu. Voilà. Il y a encore 1 ou 2 trucs, mais c'est pas assez. Après, la France, elle a une énorme force de caractère. Voilà, elle est capable d'aller se faire mal et de ne pas perdre des matchs qui sont mal engagés, où tu te dis ça va être compliqué. Voilà, ils sortent 20, 25 minutes un peu meilleurs et ça leur suffit pour passer devant. Voilà, maintenant, de toute façon, comme on a l'habitude de le dire, et c'est une phrase bateau, mais en même temps, c'est la vérité, c'était la phase de groupe. Maintenant, on passe dans une autre compétition avec l'émotionnel qui va gagner de la place. Et la France a malgré tout une expérience puisqu'elle a quand même fait finale de l'Euro et finale de Coupe du Monde gagnée. Donc, elle a quand même l'habitude de ces matchs coup près. Voilà. Un bon podcast n'est pas un podcast sans un dégueulasse de Yacine. Moi, vous l'avez eu dans les 5 premières minutes. On sait que ça sera un bon numéro. Samy, on parlera après du positionnement de. C'est intéressant ce que tu dis, Yacine, sur Kylian Mbappé. On parlera après de la prestation individuelle des 2 joueurs qui sont Kimpembe et Kylian Mbappé, par rapport aussi à son positionnement, etc. Mais d'abord, Samy, une analyse plutôt générale du match. Oui. C'est vrai que Didier Deschamps avait tenté un coup avec Corentin Tolisso à droite dans ce 4-2-3-1, un peu à la Matuidi Coupe du Monde 2018. Milieu un peu hybride, voilà, censé un peu aider les milieux de terrain à côté, etc., à côté de lui. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a eu quand même il y a une première période où l'équipe de France a beaucoup souffert. Et en deuxième, où aussi l'entrée de Kingsley Coman, par exemple, a fait du bien à l'équipe de France, ça a permis aux Français d'évoluer plus haut et de se procurer plus de situations. Quel bilan, quelle analyse tu fais du match nul hier entre la France et le Portugal ? Alors déjà c'était mon premier dégueulasse de la part de Yacine, je l'avais jamais entendu en live, donc ça me fait un petit quelque chose. Je l'avais encore moins entendu au Club des 5. Là ici il est on va dire il est plus libre de ses paroles. Mais je te jure, je le regardais avec des yeux, c'était un autre Yacine, il était énervé. Heureusement que j'ai pas ça en face en plateau CD5, sinon il me détruirait. Mais non, c'est pas très intéressant. Au Club des 5. Alors je vais essayer de faire un mini débrief et là encore honnêtement j'ai pas l'œil tactique de Yacine. Je pense que chacun regarde les matchs de foot de manière différente. Moi j'avoue que la tactique c'est pas ce que je préfère de manière générale, en toute honnêteté. De toute façon ça se retranscrit dans mes débriefs ou dans mes débats généralement. Moi je suis plus dans le footballeur, dans l'humain. Après chacun, et je respecte de tout. Tu vois, j'aurais pas le même avis qu'Yacine. Moi j'ai trouvé le match plutôt bon dans son ensemble après une première mi-temps, parce que on me dit que la France a été mauvaise en première mi-temps. Oui, voilà, la France a été mauvaise, mais le Portugal a pas fait grand-chose du match.
de manière générale. Et je pense que c'est bien dû aussi à quelque chose, parce qu'ils ont quand même du talent. Mais dans l'absolu, je crois qu'ils ont une seule vraie occasion. Ils ont un seul tir cadré, il me semble. Ça marque sur 2 pénaltys plutôt donnés par l'équipe de France. Donc, pour ce qui est des problèmes de la France, c'est plutôt elle qui est responsable de cette mauvaise passe. En deuxième mi-temps, et je suis bien d'accord hein, pour ce qui est du jeu, de la philosophie de jeu, de ce que prônait Deschamps. Là, par contre, je te rejoins, Yacine, on va pas se mentir. Ça reste très minimaliste. Ça gagne comme ça, donc voilà, maintenant j'ai peu d'espoir que ça change un jour ou l'autre. Mais sur ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Moi, j'ai vu une équipe qui maîtrise son sujet, même si les Portugais ont un peu plus reculé parce que voilà, à partir du moment où ils ont obtenu le match nul, ils étaient qualifiés, donc ils avaient peu de risques à prendre. Mais j'ai vu une équipe de France qui a quand même aussi même évolué dans son schéma tactique. J'ai bien aimé la prise de risque de Didier Deschamps quand même de sortir un Tolisso aux abois pour justement rajouter Kingsley Coman. C'est quand même rare de voir cette équipe de France avec au moins 4 offensifs présents sur le terrain. Donc, et surtout face à une grande nation. Généralement, ce style de schéma avec 4 offensifs, il l'avait testé contre des nations dites mineures. Avec tout le respect que j'ai pour elle, contre des grosses nations, il s'est vertué justement à gonfler son milieu et à partir avec trois milieux pour avoir un équilibre plus stable. Donc c'était cool de voir ça. On a vraiment senti au moins dans l'ambition et dans les envies que l'équipe de France et donc Didier Deschamps voulait absolument cette première place. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé même le comportement, la réaction. Moi, je trouve que après, voilà, c'est vrai que le match, il y a peu de choses auxquelles s'accrocher, mais je trouve que j'ai bien aimé, voilà, la réaction de cette équipe de France. Elle a été menée, on l'a pas senti paniquer. Tu vois, il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a une expérience quand même qui a été gagnée au fur et à mesure, que ce soit la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Tu sens que cette équipe de France, même si elle maîtrise pas le jeu, en tout cas, elle maîtrise son destin. Je les ai pas sentis s'affoler. Il y a un Pogba au milieu qui devrait pour moi porter le brassard parce que en tout cas de ce que je vois quand je suis devant ma télé, c'est plutôt lui le meneur d'homme que Hugo Lloris, même si Hugo Lloris a des qualités, il a un caractère, il a tout ce qu'il faut. Mais on le voit sur le terrain que c'est Pogba qui harangue ses partenaires, qui leur demande de se replacer, qui leur demande d'effectuer un contre-pressing. Enfin, tu sens que c'est lui le meneur d'homme et tu sens que c'est lui qui sonne la révolte. Et tu as l'impression que s'il est là, si le capitaine est sur le terrain, eh ben, peu de choses peuvent nous arriver, hein, tout simplement. Pas une seule fois, moi hier en tout cas, j'ai paniqué devant mon écran où j'ai commencé à imaginer ou entrevoir une certaine défaite. Alors oui, après on peut revenir, le penalty d'Mbappé, il n'y a pas penalty. Après, ce sont des faits de match, mais dans l'ensemble, ce qui ressort pour moi de cette équipe de France après un premier tour à 5 points, bah, c'est que ça reste très solide, même si le terme solide est comment dire, tu peux le percevoir de différentes manières, mais ça reste pour moi une équipe qui est très difficile à battre, qui est pénible à jouer, avec des individualités très fortes sur quasiment chaque poste, avec très peu de défauts au final, puisque tous à peu près jouent un énorme niveau. Donc sortir pour moi de ce groupe qui était le meilleur groupe des 6 présents, pour moi il n'y a pas photo. Pour moi les meilleurs matchs, que ce soit en intensité, en qualité technique, même en opposition qui se valent, c'était dans le groupe F. J'ai pas vu ça ailleurs. Les autres groupes, tu mets chacune des équipes là, l'Allemagne, la France ou le Portugal dans un des groupes qui a dans le site. Tu remplaces l'Italie, tu remplaces l'Angleterre, tu remplaces les Pays-Bas, le groupe des Pays-Bas, s'il vous plaît, à un moment donné. Tu mets chacun de ces pays dans ces groupes-là, ils font aussi 9 points, je pense, sincèrement. Franchement, donc j'attends de voir. Pour moi, c'était le meilleur groupe. On verra maintenant à partir des 8e. Mais je mets une petite pièce quand même sur ces 3 équipes qui se sont coltinées des matchs de haut niveau, qui sont maintenant prêts mentalement et physiquement à affronter du lourd. Ça va être compliqué de les bouger en 8e. Mousse, Samy disait une équipe de France très pénible à jouer, difficile à battre, mais quand même pas. Alors après, moi, c'est un peu mon sentiment qui ressort ces 3 matchs, mais on avait dit qu'avec maintenant Benzema en plus, etc., ça devait quand même mieux jouer l'équipe de France, que tu as quand même les meilleurs talents offensifs devant. On a du mal quand même à avoir du jeu, on a l'impression que de toute façon, Didier Deschamps, c'est pas ce qu'il cherchera à faire, ça sera à gagner cet euro, et pas à pratiquer un magnifique football, on va dire. Ça sera d'être difficile à battre et de marquer sur les coups qu'on aura à jouer. Hier, face à face, t'avais les 2 mêmes coachs, en fait. Hein. Le coach du Portugal, le coach de la France, c'est à peu près dans le même esprit.
Et c'est vrai que quand tu regardes surtout cette première mi-temps, celle du Portugal, où effectivement, offensivement, ils n'ont pas été super dangereux. Par contre, dans l'activité, dans l'agressivité, c'est cette équipe qui a vraiment dominé cette première mi-temps et notamment la prestation de Renato Sanchez qui a été extraordinaire en première mi-temps et qui a fait beaucoup de mal au milieu de terrain parisien. Et c'est vrai que tout à l'heure, ça... ouais, français, pas, mais c'est l'habitude. Pardon. C'est l'habitude de débriefer les matchs de Ligue des Champions, Ligue 1 et tout, et donc de dire parisien. Il y a ça et le fait de vouloir canter Pogba au PSG aussi. C'est ça que j'allais dire. C'est un mélange des deux. Ouais. Il y a une petite info qui traîne. Ouais, non, c'est un mélange des deux. Et par contre, voilà, Samy tout à l'heure disait oui, là, il y a une prise de risque de Deschamps quand il sort Tolisso pour Coman, mais en vérité, la prise de risque, pourquoi il l'a pas faite dès le début? Quand tu vois l'entrée de Coman, honnêtement, tu te demandes pourquoi tu mets pas Coman à la place de Tolisso, qui pour le coup est un vrai ailier. Il a été quand même un petit peu dangereux sur ses entrées. Il a déstabilisé un peu cette défense portugaise, l'ami Coman, ex-parisien, qui va sans doute quitter le Bayern. Ça peut être une bonne idée. Il faudrait regarder de ce côté-là. Pourquoi pas le rapatrier, le jeune Coman. En fait, tu veux que ça devienne le PSG, quoi. On prend Kanté, Pogba. Ah ouais, mais nous on a Sarabia, Kerrer, tu vois. Donc, Sarabia, hein, tu vois, Sarabia avec l'Espagne, hein, pour l'instant, c'est pas pareil qu'avec le PSG cette saison. Hein. C'est bien, il prend de la valeur comme ça. C'est bien. Ouais, il gagne. Tant mieux, ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir à cette équipe de France, effectivement, en deuxième mi-temps, alors sans doute, effectivement, peut-être que la blessure de Digne avec son remplacement par Rabiot, qui est un joueur qui est peut-être plus porté vers l'avant, et aussi l'apport de Coman, pardon, qui remplace Tolisso, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu peut-être une deuxième meilleure mi-temps à partir du moment où ces deux joueurs sont rentrés. C'est vrai que les Portugais ont beaucoup donné en première mi-temps. Il faisait très chaud hier. Il y a aussi ce paramètre qu'il fallait prendre en compte. Mais c'est décevant de la part de l'équipe de France pour ce dernier match essayer de remporter ce match haut la main. Je pense qu'ils avaient les moyens, ils avaient les joueurs pour le faire. Mais effectivement, tu as toujours, même quand Didier Deschamps change son système, eh ben, il va mettre toujours un joueur qui est qui va peut-être avoir un côté défensif, qui va être plus rassurant pour lui. C'est peut-être pour ça qu'il met Tolisso que Coman. Alors que Coman, honnêtement, même sur les replis défensifs, on l'a vu hier, il était plutôt bien. Et avec le Bayern, pareil, à chaque fois qu'il joue, tu le vois courir, même faire des efforts défensifs. Donc, on se demande pourquoi avec le matos qu'a Deschamps, il n'est pas un peu plus, il prend pas un peu plus de risques. La France était qualifiée, c'était le moment d'essayer de montrer autre chose et de prouver qu'il n'est pas toujours obnubilé par le fait de ne pas prendre de but ou de ne pas prendre de risques. C'est ça qui est un peu gênant. Maintenant, Samy a tout à fait raison. C'est un groupe qui était difficile. Il fallait sortir de ce groupe. Ils sont sortis premiers, c'est bien. Les autres groupes n'avaient pas d'adversaire aussi fort que la France. Donc, je suis rejoint Samy là-dessus. Ça peut être une bonne chose pour la suite. Et bravo aux Français. Et après, un mot quand même sur il y a eu deux choses. Le penalty généreux donné à la France, tant mieux pour nous. Mais franchement, honnêtement, ça a été vérifié par la VAR. Alors franchement, pour moi, c'est épaule contre épaule. Donc, tant mieux encore une fois pour nous. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est que honnêtement, Lloris, là-dessus, il peut prendre un rouge, quoi. Je veux dire, franchement, là, moi, j'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur quand j'ai vu Danilo par terre en train de trembler. Parce que là, si tu prends rouge, c'est pas la même, c'est pas la même situation. Il a eu la chance de toucher la balle avant. Ouais. Parce qu'il touche pas la balle, il touche pas la balle. Moi, je pense que c'est rouge. Surtout, alors après, je sais pas comment c'est par rapport au règlement maintenant, mais est-ce que la double peine, quand ça donne un penalty, etc., il y a un carton rouge, est-ce que, du coup, c'est pour ça qu'il a été sanctionné que c'est triple peine parce qu'il aurait raté le 8e en plus, tu vois. Ouais, voilà. Plus, c'est pour ça que je pense qu'il a eu qu'un carton jaune. Mais sur le ralenti, Hugo, nous, on a vu plusieurs fois le ralenti. Si les gens de la VAR ont vu le même ralenti que nous, tu as le poing plus le coude. Ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, il revient pas en deuxième mi-temps, il me semble, Danilo. Donc voilà, c'était juste. Mais après, on est passé. Le groupe était difficile, c'est vrai. Et on espère voir. Alors, on perd nos deux latéraux gauche. Je sais pas comment ça va se passer, si Hernandez pourra revenir ou pas. A priori, Digne, c'est fini. Comment il va restructurer l'équipe? Est-ce qu'il va garder Rabiot? Ça serait là pour le coup une vraie prise de risque parce que tu as des solutions. Tu peux faire glisser Kimpembe et faire rentrer l'anglais. Il y a plusieurs solutions. T'as même Dubois qui a déjà joué à gauche avec Lyon. T'as Léo Dubois qui était en tribune hier et qui est un latéral quand même de métier, donc qui pourrait compenser ça. Et c'est vrai que
on pense à Théo Fernandez et Ferland Mendy, voilà, qui auraient pas fait tâche. Yacine, Mousse en a parlé un peu sur ses problèmes de compo. Alors justement, j'ai te posé la question, on va passer sur Kylian Mbappé. Il était en train de sourire quand je parlais. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça, et que je l'ai montré, parce que je voyais Yacine sourire. Mais on a entendu Deschamps, avant le début de l'Euro, dire Kylian Mbappé à droite, en Coupe du Monde 2018, où il évolue en tant qu'ailier droit, c'est fini. Avec le PSG, maintenant, il joue que à gauche ou dans l'axe. Donc, on ne le reverra pas en équipe de France à ce poste-là. Et quand on voit la compo d'hier, les manques qu'on a couloir droit, parce qu'en gros, dans ce poste où a voulu mettre Deschamps Tolisso, tu as Sissoko qui peut jouer là, mais tu as quand même un vrai ailier de formation qui est Coman. Tu as Dembélé qui est blessé maintenant, qui est parti, donc tu n'as plus vraiment le choix. Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de repasser Kylian Mbappé à droite? Et puis, dans ce rôle, on va dire, de milieu un peu hybride, on a Adrien Rabiot qui l'a très bien fait en Ligue des Nations. Il y a Thomas Lemar aussi qui peut jouer dans ce poste-là. Donc, il y a des solutions à gauche. Et il faudrait évidemment déplacer Kylian Mbappé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas froisser Kylian Mbappé par rapport à son positionnement? Mais est-ce que ce ne serait pas le choix à faire, Yacine, par rapport au groupe qu'a Didier Deschamps? Moi, je pense que oui. Alors, juste, je souriais parce que quand Mousse a parlé de prise de risque, évidemment que Deschamps et prise de risque, ça ne peut pas aller dans la même phrase. Et je vous ramène à une interview de Didier Deschamps il y a 3-4 ans qui disait « Les principes de jeu, le projet de jeu, c'est du blabla ». Voilà, donc quand on vous a dit ça, vous avez compris, c'est pas peine d'attendre quelque chose. D'ailleurs, c'est un peu la rhétorique qu'utilisent souvent les coachs français, Yacine. Ça, tu n'as pas tort là-dessus. C'est souvent le cas chez les coachs français, malheureusement. Enfin, en Ligue 1, pardon, en Ligue 1. Ouais. Pour revenir à Mbappé, évidemment, et il y a une chose très incohérente. Mbappé, il joue à gauche parce qu'en club, il joue à gauche. Je peux savoir pourquoi Tolisso et Koundé ont joué milieu droit et latéral droit. Parce qu'ils jouent encore moins que Mbappé à ce poste-là. Donc, à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça vaut pour certains et pas pour d'autres. Ben voilà, c'est le statut, Yacine. C'est le statut de Mbappé, tu sais très bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui est drôle, c'est qu'on m'explique toute l'année que Deschamps, c'est un pragmatique, que Deschamps, les statuts et tout. En fait, tout ça, c'est du vent. Voilà, à un moment donné, il faut comprendre ce qu'est le football. Tout ça, c'est du blabla. Voilà. Alors, à moins qu'Mbappé, il se retourne un moment vers le banc et il dit à Deschamps, lâche-moi, je fais ce que je veux. Et que tout le monde le voit et que Deschamps est obligé de prendre une décision. Mais sinon, évidemment qu'Mbappé choisit où il joue, comment il joue, ce qu'il fait. Voilà. Hier, il ne travaille pas défensivement. Alors, on tape sur les latéraux, mais quand tu as un mec devant toi qui ne défend jamais, c'est compliqué. Hier, on l'a vu dans les positions moyennes du match, Mbappé un peu isolé là-haut à gauche. La position moyenne, c'est quand même là où tu as touché le ballon. Ça veut dire que si tu te retrouves en haut à gauche tout seul, c'est que le maximum de ballons que tu as touché t'ont emmené à être en moyenne là-haut à gauche. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais recentré. C'est-à-dire qu'il n'a jamais touché de ballon à l'intérieur du jeu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je l'ai redit, on l'avait dit déjà dans des podcasts dans la saison, oui, il est capable de jouer à droite. C'est pas comme si on lui demandait de jouer numéro 10 tout d'un coup. C'est vraiment un poste qui connaît, où il a déjà évolué, qui n'est pas si différent que ça du poste côté gauche. Donc, voilà, Deschamps a décidé que Mbappé joue à gauche, qu'il ne pouvait pas bouger du poste de milieu gauche. Voilà. La deuxième chose, Mousse tout à l'heure parlait du 4-2-3-1 avec Coman à droite. Le problème, c'est que, en fait, tu ne peux pas mettre Coman à droite dans l'idée de Deschamps, parce que si vous regardez ce que fait Coman, il travaille défensivement sur des contre-pressings très hauts au Bayern. Il n'est pas dans une équipe qui subit. Ça veut dire que Coman, il ne va pas revenir faire des courses pour défendre dans son camp. Et tu as déjà Mbappé de l'autre côté qui fait ça. Ça veut dire quoi? Tu vas laisser tes latéraux à 2 contre 1 tout le temps. Il va falloir que Kanté ou Pogba viennent compenser. Ouais. Mais là, tu vas exploser ton axe. Mais en fait, c'est impossible. La façon de jouer de Deschamps, en fait, elle est inverse de ce que pratiquement tous les joueurs font aujourd'hui dans leur club. Voilà. Si tu veux mettre Coman, ok. Mais alors, ta ligne de défense, elle est 25 mètres plus haut. Et dès la perte de balle, tu demandes à tout le monde de défendre en avançant, ce que ne fait jamais l'équipe de France, ou très rarement. Voilà, maintenant, moi, je continue de dire qu'en fait, et ça restera, c'est bizarre de dire ça, mais malheureusement, c'est aussi ce qui fait le foot. En fait, tant que Deschamps n'aura pas pris une tarte par une équipe, en fait, ça ne bougera pas. Voilà. Parce que pour lui, son équipe, elle est à peu près cohérente, elle tient le choc, et elle a des individualités pour faire la différence. La preuve, c'est qu'ils perdent pratiquement plus de matchs. Voilà. Et en fait, tu vois, par exemple, si tu avais perdu contre l'Allemagne le premier match, si tu avais peut-être même perdu contre la Hongrie, il y a un moment donné où tu te dis, ouais, on n'est peut-être plus dans le vrai.
Mais à partir du moment où ça tient, qu'est-ce que tu. Après, Yacine, sur Mbappé, je te coupe 2 secondes, mais c'est vrai que par exemple, contre l'Allemagne, son côté défensif, on l'a vu. On l'a vu plusieurs fois aider ses coéquipiers, revenir, aller rechercher des ballons même dans sa propre défense. Oui, Est-ce que c'est pas aussi le discours du coach qui, au fur et à mesure des matchs, parce que même au PSG, vers la fin, tu vois, la fin de saison, il était quand même mieux. Oui, mais moins peut-être hier. Ouais, il a eu des petits duels avec Bernardo Silva. Alors peut-être parce que c'était son pote et il voulait se chambrer ou se charrier, mais je trouve qu'il est revenu plusieurs fois faire des courses. En fait, juste pour terminer là-dessus, en fait, il faut regarder quand est-ce que Mbappé le fait. Et vous verrez qu'il y a des moments clés. Ça veut dire que contre l'Allemagne, tu mènes 1-0, ton équipe est subie. Donc en fait, c'est pas des courses de repli, c'est qu'à un moment donné, ton bloc, il est là. Et t'as plus de ballon. Donc en fait, il revient se placer dans la ligne. Et la deuxième chose, c'est qu'il sait qu'à ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs contre l'Allemagne, avec des hors-jeux à la limite, il va avoir l'espace pour à un moment donné exploser lui dans ses courses. Et quand vous regardez hier, il y va, encore une fois, dans des moments clés. Mais tant que le match n'a pas basculé dans le bon sens, il ne le fait pas parce qu'il veut être là-haut pour être le joueur décisif. Mais tu crois pas aussi parce que Griezmann aussi a une grosse activité défensive et peut-être que c'est aussi Deschamps qui dit voilà, toi tu peux défendre moins parce qu'à côté il y a Grisou qui fait vraiment beaucoup d'efforts. Je pense pas parce qu'en fait le problème c'est que vu qu'Mbappé évolue sur le côté, si lui il fait pas cet effort-là, tu déséquilibres complètement ta structure d'équipe. Et c'est pour ça que Rabiot jouait de ce côté-là en vérité dans les premiers matchs. C'était pour soulager Mbappé parce que c'est lui qui permettait de fermer là et vous l'avez bien vu, de toute façon, sur les 2 premiers matchs, quand Deschamps dit à Griezmann, tu défends, le mec, il va à droite, il met des tacles, on dirait à latéral. Donc, il n'a pas de problème de ce côté-là. Donc, il avait mis Rabiot de ce côté-là, à ce moment-là. Et je pense que dans l'idée de Deschamps avec Tolisso, c'était peut-être faire moins défendre Mbappé parce que les Portugais sont moins une équipe qui joue haut, qui avance, qui ont la possession, etc. Donc, tu pouvais peut-être te permettre de moins défendre sur un côté. Juste, moi, c'est très pertinent ce que tu as dit. De toute façon, on le voit et lui-même en conférence de presse en parle de son peu d'appétit pour le. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire qu'il en parle normal. Ouais, moi, j'aime pas trop défendre. Personne lui dit rien. Tout le monde rigole en conférence de presse. Vous pouvez regarder sa conférence de presse. Il le dit, mais vraiment sans pression. Il dit ouais, je sais que je défends pas vraiment beaucoup, mais je fais un effort. On peut pas dire autre chose, Samy. On voit les. Mais je veux dire, c'est quand même. C'est un menteur. Il dit que c'est un menteur. Ce qui est frustrant, c'est qu'il en a conscience et qu'il fait pas d'effort pour. Mais je voudrais dire que malgré ce défaut-là évident qu'on a ciblé, pour moi, je trouve que il a été le meilleur offensif des 3 matchs des poules de l'équipe de France. Alors, est-ce que c'est par sa simple qualité individuelle et qu'il est au-dessus de tous, donc forcément il est en vue. Mais sincèrement, tu re-regardes les 3 matchs. Allez, peut-être un peu moins flagrant hier, même si voilà, dans l'absolu, c'est factuel. C'est lui qui obtient le penalty en partie. C'est quand même c'est lui qui crée l'appel. Donc voilà, il débloque un peu, il relance l'équipe de France dans ce match. Contre la Hongrie, tu regardes, il fait la passe D, c'est lui qui fait il a sa tête. C'est lui qui récupère le ballon entre les 2 défenseurs hongrois. Exactement, c'est lui qui. Ouais, tu regardes, c'est lui qui fait la passe pour Benzema, c'est lui qui fait à un moment donné, il dribble 4 joueurs sur 5 mètres et il tente, tu vois, il a des occasions. Et contre l'Allemagne, pareil, c'est lui qui les déboulonne. C'est-à-dire que, ok, il a 0 but sur cette première phase de poule, mais sincèrement, si tu dois faire un bilan des 3 offensifs devant, c'est Mbappé qui s'en tire le mieux sur ce début d'Euro. Tu disais tout à l'heure, je trouvais ça intéressant, que c'était juste la peur, c'était la peur des défenses adverses, donc forcément ça les déstabilisait. C'était ça. Oui, parce que en fait, tu sais que tu peux pas te livrer. Parce que quand il démarre, on l'a vu contre tout le monde de toute façon, contre la Hongrie, contre le Portugal, contre l'Allemagne. Si tu lui laisses dans ton dos un peu d'espace, c'est fini. En fait, tu le reverras jamais. Donc, le joueur qui est de son côté, il est toujours entre deux. J'y vais parce qu'il y a l'espace, mais à un moment donné, si on se fait contrer, c'est même pas la peine. Ça sert à rien de faire la course. D'ailleurs, Semedo hier, il était beaucoup en retrait. Il n'a pas beaucoup proposé offensivement parce qu'il avait peur de se faire prendre dans son dos. Mais il a fait juste pour meilleur match. Rappelez-vous le match contre l'Atalanta, c'est exactement ça. L'Atalanta recule de 20 mètres quand il rentre. Parce que cette peur-là. Et donc c'est quand même une bonne chose de l'avoir dès le début à chaque fois. Ah non, mais moi je te dis pas de pas le mettre. Oui, non, mais moi, vraiment, j'imagine Yacine qui nous sort ça. Allez, moi je pense vraiment que c'est lié. Moi, je pense vraiment que c'est lié au coach en fait, parce qu'encore une fois, la fin de saison qu'il fait avec Pochettino au PSG,
et la façon dont il joue là avec Deschamps, moi je pense que c'est lié. Quand tu as un coach qui préfère ne pas prendre de but, qui veut toujours sécuriser et qui prend peu de risques, eh ben ça donne le trio qu'on a avec un Griezmann qui passe son temps à défendre et un Benzema qui décroche alors qui n'est plus dans la surface et un Mbappé qui attend les ballons, qui fait parfois des appels, parfois qui est arrêté. Moi vraiment, je pense que c'est pas vraiment, enfin le souci c'est pas vraiment Mbappé parce qu'encore une fois, comme l'a dit Samy, je suis d'accord, c'est quand même le plus dangereux des trois offensifs et il est quasiment impliqué dans tous les buts de l'équipe de France. Par contre, voilà, il a la malchance d'avoir un coach qui a des qualités, hein, Deschamps. Hein. Mais c'est vrai que pour proposer du jeu, un projet, etc., on sait ce qu'on va avoir avec Deschamps. Il y a peu de surprises. Et je pense que voilà, il s'éclate pas. Je pense que même Benzema, hein, il est là, il est content d'y être, mais c'est vrai qu'avec un coach comme ça, bah tu vas pas t'éclater forcément et tu vas aller au charbon. Et il l'a dit Samy, Mbappé il aime pas ça, donc voilà, ça donne ce genre de résultat. Mais s'il était pas là, je pense que ça peut être encore pire. Tu vois, juste si on parle d'une confrontation possible, moi j'ai sincèrement, en termes tactiques, j'ai vraiment hâte de voir un quart de finale contre l'Espagne. Parce que j'ai envie de voir si justement les Espagnols. Ou l'Italie ? Ouais, mais plus par rapport à l'Espagne, parce que l'Espagne joue haut, l'Espagne propose toujours du jeu, joue toujours en avançant, ne fait pas de bloc bas. J'ai envie de voir justement s'ils vont rester fidèles à leur philosophie et si en affrontant cette équipe de France, bah, ils vont jouer en bloc bas comme quasiment toutes les équipes qui ont affronté l'équipe de France. Ça pourrait être sympa à voir et je pense que ça pourrait être intéressant aussi tactiquement, d'un point de vue tactique. Moi, je vois pas l'Espagne se renier de toute façon, donc si ça devait arriver. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Personne ne voit l'Espagne se renier. Ils ne savent pas jouer autrement en même temps. Hein. Franchement. Je vous lancerai sur les huitièmes de finale, les affiches des huitièmes de finale juste après. Un tout petit mot sur Presnel Kimpembe, Yacine, qui a eu quelques situations chaudes à négocier. Il a coupé des ballons dangereux, mais on peut pas dire que Ronaldo, Jota ou Bernardo Silva aient causé. Ils ont eu, comme disait Mousse, ils ont été agressifs. Le milieu de terrain en première période du Portugais, que ce soit même João Moutinho qui a fait du mal, et surtout Renato Sanchez, ont fait mal à l'équipe de France. Mais ils n'ont pas énormément gêné la défense et Lloris n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire non plus. Donc, pour parler de Kimpembe et même de la défense centrale, si tu veux englober, Yacine, ils ont fait leur match hier. Ils n'ont pas subi des vagues portugaises. Ouais, il a été solide, il a été concentré, il a pris très peu de risques avec le ballon, contrairement à d'habitude où de temps en temps, il essaye un peu d'apporter un plus ou de casser une ligne ou d'avancer par le pied. Il l'a pas fait. Voilà, il a été dans le strict travail défensif et en gros pas perdre le ballon. C'est pas une critique, hein, c'est à un moment donné il y a des configurations de match qui font que vaut mieux que tu prennes pas de risque à ce moment-là, c'est comme ça. Et puis il faut pas oublier que la France était quand même qualifiée, qu'il y avait un classement à aller chercher, mais malgré tout tu jouais pas ta vie. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Il faut jamais enlever le contexte du match. Peut-être que si tu as que 3 points et que tu vas chercher la qualif, tout est différent. Mais là, tu es qualifié avant le match, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il a été bon. Après, encore une fois, quand tu lis un peu tout ce qui se dit, moi, je trouve qu'il y a aussi des moments où il y a des têtes qui passent moins que d'autres. Moi, hier, par exemple, je le trouve meilleur que Varane. Voilà, Varane, il passe entre les gouttes. Mais moi, je le trouve meilleur que Varane. Il est plus solide dans les duels. Il a mis 2-3 taquets pour expliquer qu'il fallait pas venir. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est pas, je dis pas qu'il faut mettre des boîtes à tout le monde et tout, mais ça fait partie du match de temps en temps de mettre de venir dans un vrai duel, de faire mal et de dire attends, c'est pas la fête, c'est pas un tournoi de quartier ici, donc voilà, je viens, je suis là. Voilà, moi je le trouve depuis le début du tournoi en tout cas, je le trouve plutôt bon, globalement bon et concentré parce qu'on sait que c'est son défaut. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et avec Varane, je trouve que ça se passe plutôt bien. Même si moi, je suis désolé, mais Varane, j'ai toujours des doutes sur 2-3 choses, notamment dans l'agressivité et dans le placement. Voilà, hier, il fait une tête où il remet en jeu Cristiano Ronaldo. Il y a zéro danger. Il peut la laisser à Lloris. Voilà, il y a quand même un manque de sérénité, quoi. Samy, t'es à peu près sur la même analyse que Yacine, que Kimpembe est mieux dans son euro pour l'instant que Varane, qui a un peu de mal à... Ouais. Même si c'est pas catastrophique évidemment, mais que voilà, Kimpembe. Ouais, bien sûr, ouais, bah bien sûr. Non, il y a rien de catastrophique même du côté de Varane, mais c'est vrai que oui, moi je trouve que en défense, je pense que si on doit sortir un nom de ces 3 matchs de début d'Euro, Presco, il est
il est très solide, même je suis agréablement surpris, franchement, il dégage une sérénité. Après, il est bon dans ce qu'il sait faire, hein. On sait que voilà, le duel sur l'homme, c'est ce qu'il adore, hein. Il en parle tout le temps, la force, la force. Bah là, je trouve qu'il le démontre sur cet Euro, hein. T'as en point d'orgue son duel à l'épaule contre Kimmich qui est passé en boucle sur Twitter ou sur YouTube, tu peux trouver des vidéos montage. Bah c'est voilà, là j'ai l'impression qu'il s'éclate et même je trouve que visuellement tu sens que voilà qu'il est fit, qu'il est prêt dans sa gestuelle, tu sens un peu qu'il est en mission. Je trouve que c'est une vraie bonne surprise parce que faut pas se voiler la face. Il y a encore un an, si l'Euro avait été en 2020, je pense que c'est Clément Lenglet qui allait être titulaire aux côtés de Varane. Je sais pas ce que ça aurait donné parce que justement l'Anglais, je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts que Varane sur son côté très gentil. Ce sont des très bons relanceurs, ce sont des défenseurs centraux élégants, mais il aurait manqué ce côté un peu guerrier, quoi. Presco, c'est ce qu'il a, ce côté un peu stopper à l'ancienne, qui va mettre des cachous, qui va mettre des boîtes quand il faut mettre des boîtes. Et là, franchement, je trouve qu'à 25 ans, et même je trouve qu'il fait preuve d'une maturité assez impressionnante. C'est sa première compétition internationale en tant que titulaire. Et j'ai pas l'impression que ce soit la première. C'est ça qui est quand même assez fou. Donc franchement, respect Presco et c'est très bien pour le PSG et pour le reste, quoi. C'est franchement, ouais. Je suis vraiment agréablement surpris et j'espère qu'il continuera sur un Euro du même acabit. Mousse, tu veux rajouter un petit mot sur Kimpembe? C'est vrai que pour le PSG, c'est sûr que voilà, hein, c'est tout bénéf. Il va sortir d'un très bel Euro en espérant qu'il s'en tienne comme ça, qu'il n'y ait pas de blessures, etc. Mais d'avoir un Presco aussi qui a eu. On a fait les podcasts toute la saison sur les matchs du PSG. Certes, ça a été un des meilleurs, mais il y a eu quelques questions. On s'est posé aussi sur certains matchs. On disait des fois il reperdait un peu la concentration, même s'il a quand même été plutôt régulier. Mais voilà, là, il nous montre en tout cas pendant cet Euro qu'il est à un haut niveau en ce moment, Kimpembe. Non, ça ouais, il est en confiance. D'ailleurs, tu parlais des attaquants portugais. C'est vrai que le pauvre CR7. Voilà, moi, il m'a fait un peu de peine hier, hein, parce que même sur ses passements de jambes, il n'y arrive plus, quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai que sur le groupe WhatsApp, vraiment plus ses jambes de main. Il a plus le peps, ouais. Ouais, c'est vrai que Presco 2-3 fois, il lui est rentré dedans, il l'a calmé direct, et du coup, on n'a pas beaucoup vu s'exprimer Ronaldo, qui a traversé le match à part les pénaltys, un peu comme un fantôme. Mais ouais, non, Presnel, c'est cool. Et puis je pense aussi il sent qu'il a la confiance de Deschamps, et ça c'est très important pour lui, je pense. Et tu joues beaucoup plus sereinement quand tu sais que ton concurrent direct, il n'est pas vraiment à la hauteur. Enfin, c'est pas lui qui va venir te déboulonner. Et je pense que dans son esprit, c'est plutôt ça, contrairement à l'époque où il était en concurrence avec il y avait la rotation avec Thiago Silva, Marquinhos, mais on savait jamais vraiment si au PSG c'était lui le futur. Il y a eu un moment des doutes et je pense qu'il s'est bien repris en main. Et en tout cas avec l'équipe de France sur le début d'Euro, on n'a quasiment rien à lui reprocher. Tant mieux, comme tu l'as dit, pour nous et pour la saison prochaine, qu'il se repose, etc., en espérant qu'il aille jusqu'au bout. Mais non, il n'y a pas grand-chose à dire sur Presnel. Il fait son match comme il les faisait au PSG en Ligue des Champions. Dans les gros matchs, il répond souvent toujours présent. Et évidemment, avec le duo qu'ils font avec Marquinhos est plutôt bon. Et là où, ce que disait Yacine, par exemple, sur Varane, on a toujours souvent dit que lorsque Ramos était blessé, les défauts de Varane étaient plus criants en l'absence de Ramos, et quand il était là, effectivement, ça se voyait un peu moins, mais bon, non, il n'y a pas grand chose à dire, tant mieux pour lui. On parlera d'ailleurs de Sergio Ramos tout à l'heure en fin de podcast, on reviendra dessus. Quand même, un petit mot quand même à vous demander sur les affiches des huitièmes de finale. Yacine, je commence avec toi. Je vous donne l'ensemble des affiches des huitièmes de finale, justement. Donc, Pays de Galles, Danemark, samedi à 18h. Ensuite, suivi d'Italie, Autriche à 21h. Pour la journée de dimanche, on aura Pays-Bas, République tchèque. Pour finir par un très beau Belgique-Portugal dimanche 21h. Donc ça promet quand même. Portugal, donc, qui était dans le groupe de la France. Croatie-Espagne lundi à 18h. France-Suisse, donc les Français qui affronteront la Suisse lundi à 21h. Et pour le mardi, ce que j'ai oublié de noter sur mon ordinateur. Allemagne-Angleterre. Ouais, Angleterre-Allemagne à 18h. Et puis Suède-Ukraine pour refermer ces huitièmes de finale. Yacine, est-ce qu'il y a une affiche qui te hype plus que les autres? Est-ce qu'il y a un match que tu attends tout particulièrement? Le France-Suisse vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu, ressenti en Suède-Ukraine. Il va te dire Suède-Ukraine, il attend de fou. Je pensais à toi, Samy, sur Suède-Ukraine, parce que tu es un spécialiste de l'Ukraine, je sais que tu es le joueur ukrainien. Évidemment, je ne vais pas être très original, mais le Allemagne-Angleterre, même si les Anglais
déçoit, mais bon, sur un match coup près à Wembley, il peut être sympa à suivre quand même malgré tout. Et puis les Allemands, ils sont pas là pour fermer le jeu, donc ça risque aussi d'être un match très ouvert. Voilà, le Croatie-Espagne, j'ai envie de dire pour ce qui s'est passé entre 2012 et 2018, voilà, tu as des joueurs qui sont en fin de carrière et qui vont un peu baroud d'honneur, quoi. On a l'impression. Voilà, après, le France-Suisse, t'as l'impression que tu dis c'est un jubilé de vétérans, quoi. Ouais, non, mais franchement, on n'est pas loin de ça quand même. Entre Modric, Busquets, on sait qu'il va pas leur rester 3 compétitions internationales. Hein. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que le Belgique-Portugal peut être sympa. Et le France-Suisse, franchement, sur ce que j'ai vu de la Suisse, ça peut être un match en fait ouvert. Parce que les Suisses n'ont pas refusé le jeu sur la phase de groupe. Ouais, mais... Maintenant, en 8e de finale contre la France, je suis pas persuadé qu'on voit les Suisses jouer au foot. Plutôt se mettre derrière en se disant on va fermer les espaces. Voilà, donc je sais pas, ça dépendra plus des Suisses en fait que voilà, ça peut être un match ouvert, ça peut être un match très fermé, très ennuyeux. Ça, avec la France, voilà. Après, moi, mon coup de cœur, c'est le Danemark, mais en dehors du fait de Eriksen, il y a ce côté-là. Mais j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait envie de jouer, c'est une équipe qui... Parce que même contre la Belgique, ils gagnent pas le match, mais honnêtement, ils ont les occasions pour faire beaucoup plus mal aux Belges, notamment en première période. Et c'est une équipe qui donne envie de la regarder. Voilà, elle est pleine de vie. Et puis, évidemment, qu'on est obligé de le dire avec ce qui s'est passé avec Eriksen, c'est un peu le coup de cœur de l'Euro. Moi, j'avais envie qu'il passe la phase de poule parce qu'il méritait pas ce qui leur était arrivé. Ils l'ont passé. Et franchement, quand tu vois leur dernier match contre les Russes. C'est une équipe qui fait plaisir à voir, quoi. D'ailleurs, il y a un joueur, Yacine, dans le Danemark, qui a aussi été une des révélations, notamment de de ces phases de poule. C'est Mikkel Damsgaard, hein, le milieu de la Sampdoria, et le président de la Samp qui a dit d'ailleurs, avec son magnifique but, il a pris 10 millions, il en vend 30, s'il en met un prochain, il vaudra 40 millions d'euros. Lui, il a déjà bien compris. Il a tout compris, ouais. Son poulain pour le mercato, ça c'est sûr. De toute façon, un match à l'Euro, c'est à peu près 5 millions. Un but, c'est 5-6 millions. Donc, un match plus un but, c'est 10 millions. Ouais. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a recruté Wijnaldum avant l'Euro. Alors, enfin, avant l'Euro. Pendant, on va dire, le début de l'Euro. À la limite. Sinon... mais tu sais, Hugo, c'est justement peut-être parce qu'il a signé, qu'il s'est débarrassé de ça, qu'il est libre et qu'il joue aussi bien. Peut-être que sans club, il aurait peut-être cogité un peu plus et c'est possible aussi. On va en parler tout après. Je t'en mets un petit mot, Mousse, aussi sur ces affiches, sur le France-Suisse. Qu'est-ce que tu en penses ? Le France-Suisse, honnêtement, j'en entends pas grand-chose. J'ai vu un peu la Suisse jouer. Honnêtement, je vois pas comment. Alors peut-être un peu comme les bronzés font du ski, sur un malentendu peut-être. Ça peut marcher. Ça peut marcher, mais j'y crois pas beaucoup. Mais effectivement, les affiches les plus alléchantes, je suis un peu d'accord avec Yacine. C'est surtout c'est un classique, hein, Allemagne-Angleterre, hein, ou Angleterre-Allemagne plutôt, à Wembley. Voilà, l'Espagne-Croatie qui peut être aussi sympa aussi, hein, franchement. Les Pays-Bas, ils jouent contre les Tchèques, non, c'est ça ? Ouais, les Tchèques. Ouais, je trouve qu'aussi ça peut être une belle affiche. Pays-Bas, République tchèque, ça peut être une belle affiche. Évidemment que nous, ce qui nous concerne, c'est la France. On va attendre ce match avec impatience. Mais voilà quoi, tu vois, moi, je m'attends pas à ce que la France soit en difficulté. Je peux me tromper parce que j'avais dit la même chose contre les Hongrois et je m'étais complètement trompé, tu vois. Mais tu sais, après, sur un 8e de finale, tu vois, un match élimination directe, c'est vrai que t'entames pas les matchs de la même manière. Donc, effectivement, il peut y avoir un sursaut de nos amis suisses. Mais globalement, encore une fois, faudra voir comment Deschamps va gérer le problème avec le poste de latéral gauche. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. Pour le reste, en termes de football, plaisir, etc., voilà, Angleterre-Allemagne, Espagne-Croatie et Pays-Bas, République tchèque, ça va être des matchs sympas. Ouais. Samy, analyse tactique de Suède-Ukraine, s'il te plaît. Je pense que voilà, ça va faire des grands ballons devant pour Forsberg et Isaac et ça va mettre des buts tout claqués en fin de match et puis voilà, quoi, ça va être sympathique. Ça va être une très belle affiche. Et en plus, c'est franchement dommage que ce soit ce match qui soit à 21h et pas Angleterre-Allemagne. Franchement, ils devraient changer ça, quoi. C'est vraiment, ils nous privent d'une soirée de foot fabuleuse. Est-ce que c'est pas pour justement les pays avec un gros décalage horaire je pense. Peut-être aussi. Non, en fait, c'est prévu à l'avance. C'est prévu à l'avance, ouais. Ouais, il peut pas justement. Ah oui.
Bah oui, Ça c'est range. vrai, je suis con. Ouais, ça Mais range. en fait, il fallait qu'il termine à une autre place de classement. Ouais. Franchement, Samy, franchement. arrête avec tes magouillandes, là. On s'arrange, on Non, s'arrange. mais Allemagne-Angleterre à 18h, franchement, ça Oui, vaut un 21h quand même. Entre nous, une petite soirée foot quand même. Bon, Samy, 18h. Donc, qu'est-ce plus sérieusement, bah oui, bah alors, bah oui, bah, je vous rejoins aussi. Moi, je suis un petit peu déçu parce qu'en fait, il y a deux équipes qui je trouvais, ont survolé leur poule et pour moi, n'ont pas eu assez d'opposition pour me faire un vrai avis. C'est l'Italie et les Pays-Bas. J'aurais bien aimé les voir dès les huitièmes avec un gros. Bon, bah, manque de chance, je pense que Autriche et République tchèque, avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement, ça devrait passer. Les Pays-Bas, jusqu'en demi-finale, la plus grosse équipe qu'ils vont jouer, c'est le Danemark. Ils vont affronter les Tchèques, la Macédoine, l'Ukraine ils et sont l'Autriche. dans, ils sont dans la bonne partie du tableau, ouais. Ouais, on a l'impression que c'est une qualif Coupe du Monde easy, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est quand même pas un euro, là. Vous rendez compte, ils vont arriver en demi, peut-être, en affrontant ça, quoi. C'est quand même. Il y a l'Angleterre. Il y a Angleterre-Allemagne, quand même, de leur côté. Ouais, mais en demi. En demi, je dis Oui. jusqu'en demi, t'affrontes quand même que des nations, on va dire mineures. Je suis désolé, tu vois. C'est pas non plus des gros morceaux. Donc j'ai du mal, tu vois, par rapport à la méritocratie. C'est comment dire. Déjà qu'ils jouent 3 matchs à domicile. En plus de ça, ils se tapent un tableau, un tableau easy. Enfin voilà, je trouve que le niveau équité de toute façon sur cet euro, c'est pas ce qui primait. On l'a bien vu. Après, pour ce qui est de France-Suisse, moi sincèrement, je pense que les Suisses vont se faire désosser de ce que j'ai vu jouer. Non, mais en toute honnêteté, hein, enfin, c'est plus la Suisse. En fait, c'est une Suisse qui reste sur sa génération pseudo-dorée. Enfin, c'était plaqué or. Hein. Non, mais faut pas se voler la face. À un moment donné, on a l'impression qu'ils nous vendent des chars, Shaqiri, Chaka, quand ils sont arrivés. Il y a quelques joueurs qui sont intéressants. Mbolo, non, mais quand ils sont, non, mais je parle quand ils sont arrivés. Je parle quand ils sont arrivés. Il y a une génération quand ils sont arrivés. Il y a quoi? Il y a maintenant cette année. Les Chars, les Chaka, ils nous ont vendu. Ils nous ont dit la Suisse, attention. Ouais, non, je pense pas. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 8e à chaque fois au mieux depuis. Je crois qu'ils n'ont pas fait de quart dans une compétition internationale depuis 1958. Donc franchement, j'ai peu d'espoir pour eux. Tu disais, oui, en poule, ils ont envoyé du jeu, mais justement, quand tu arrives dans des matchs à élimination directe, c'est là où l'expérience est intéressante. Je pense que la France, elle est prête pour ça. Ils savent gérer ce genre de match-là, que ce soit en C1 ou que ce soit avec l'équipe de France. Donc j'ai pas de doute par rapport à ça. Les Suisses, un peu moins. Donc, et surtout avec une génération qui pour moi est vieillissante et puis voilà, il y a des joueurs qui sont en manque de rythme. Shaqiri, même s'il a été décisif au premier tour, il joue plus à Liverpool. Chaka, c'est très compliqué à Arsenal. Fabian Schär qui était comparé à Varane, je crois je sais même plus où il est, où il doit être en Allemagne. En tout cas, il était prévu dans des grands clubs européens. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, pour ce qui est de France-Suisse, j'ai pas vraiment de doute. Après, je suis pas sûr que ce soit un 3-4-0 parce que je pense qu'ils vont jouer tous derrière et que ça va être moche et que voilà, ça va être long et ennuyeux, mais je pense que la France devait passer. Et ouais, en match à voir, franchement, le Belgique-Portugal et le Allemagne-Angleterre, moi j'ai hâte de voir ça. Franchement, ça va être très très sympathique. Surtout, en fait, j'ai vraiment envie de voir que ce soit les Belges et les Anglais qu'on a encensés en début de compétition et avant l'Euro, voilà, pour leurs effectifs et que pour leurs effectifs, parce que bon, pour le reste, on pourra repasser. J'ai envie de les voir confronter avec des grosses équipes. Et sincèrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir bien vu jouer le Portugal et l'Allemagne, je suis pas convaincu qu'ils soient favoris de leur rencontre. Et même les Anglais chez eux à Wembley avec une petite partie de public face à l'Allemagne, je suis pas convaincu que ça passe. Donc j'ai hâte de voir ça et ça va être très très intéressant, franchement. Fabian Schär, il évolue à Newcastle depuis 2018. Hein. Voilà. Newcastle, Fabian Schär. Voilà. T'as tout répondu, t'as tout dit. Voilà. Passons, si vous le voulez bien, je pense qu'on a été complet sur l'équipe de France et les affiches donc des huitièmes de finale de cet Euro 2020. Passons à un joueur qui va rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine, qui lui aussi est à l'Euro. C'est Georginio Wijnaldum, donc nouveau joueur du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine, capitaine des Pays-Bas durant cet Euro 2020. En grande forme avec sa sélection depuis le début de la compétition, puisque dans leur groupe C, les Pays-Bas ont fini premier avec 9 points. Et Samy t'en parlait un peu. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. Donc tous les voyants sont au vert pour eux. Mais nous, on va s'intéresser justement à la performance de Wijnaldum depuis le début de l'Euro. Yacine, d'ailleurs, tu te rappelles, on avait parlé d'un podcast sur son arrivée. Tu disais que c'était, je me rappelle, c'est un milieu qui marque beaucoup. C'est ce qui manque vraiment au milieu actuel de l'effectif du PSG. Là, on a marqué 3 déjà sur les 8 buts. Des Pays-Bas. Qu'est-ce que tu penses déjà de son Euro? Et ensuite, on passera à la question ensuite sur le PSG après, qu'est-ce qu'il peut apporter, dans quelle configuration. Mais déjà sur cet Euro, est-ce que tu vois de ses qualités?
Comme quoi, je dis pas que des conneries, quoi. T'as vu, je suis sympa toujours. Merci. Non, mais en fait, je cache souvent les merdes que vous dites parce que bon, il y en a quand même un peu, mais non, je rigole. En fait, l'avantage qu'il a là en équipe des Pays-Bas, c'est qu'il évolue en fait au poste auquel il a été formé. C'est un joueur qui a été formé en tant que numéro 10, milieu offensif, très offensif. Et en fait, qui a, après, au fur et à mesure de sa carrière, été repositionné parfois dans les 3-2 milieux en relayeur, etc. Mais là, il évolue en fait comme ça, avec un milieu, avec déjà une défense à 3 ou à 5, comme vous voulez, avec deux milieux derrière lui, et lui plus libre, avec en profitant des appels de Depay pour venir lui s'intercaler autour de l'attaquant, alors qu'il peut être Weghorst ou qui peut être, j'ai oublié son nom à l'autre, Malen. Voilà, Malen. Donc voilà. Il est très bien, et si vous vous souvenez du parcours de Liverpool quand il gagne, l'année où il gagne, pas l'année où il est en finale, mais l'année où il gagne la Ligue des Champions, il fait plusieurs matchs, dans les matchs à élimination directe, notamment contre Barcelone, etc., exactement ce rôle-là, et il est décisif. Alors, il n'est pas décisif sur des frappes comme là, il est décisif sur un but de la tête, voilà, mais il a cet impact parce que c'est un vrai joueur à droit dans la surface. Un petit hommage à Nico, puisqu'il n'est pas là, qui a tweeté qu'il avait déjà plus frappé pendant cet Euro que tout le PSG réuni pendant toute la saison. Il n'est pas loin de la vérité. Donc voilà, c'est vrai que c'est des qualités que Paris n'a pas. Ça veut dire qu'il sait finir, il est très bon dans le contre-pressing et il se situe très bien entre les lignes pour compenser les déplacements des uns et des autres. C'est pas seulement se déplacer entre les lignes pour proposer, c'est surtout compenser ce qui se passe autour de lui dans le jeu. Voilà, il est capable d'évoluer un peu plus bas. Là, il est plus haut et sa première partie d'Euro, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est très bon, c'est le leader de cette équipe. Il est décisif. Voilà, il a la chance, quand même, malgré tout, d'avoir un énorme De Jong derrière lui. Encore une fois, phase de poule, hein, mais énorme De Jong derrière lui. Donc, ça lui permet aussi d'être vraiment libre et de ne pas redécrocher trop bas pour venir aider son milieu de terrain. Mais voilà, c'est en gros ce qu'on attendait. En un peu plus décisif, parce qu'honnêtement, on ne s'attendait pas à le voir marquer autant non plus en 3 matchs de poule. Mais voilà, ça correspond aux qualités qu'on a décrites depuis plusieurs semaines qu'on parle de lui. Mousse, qu'est-ce que tu fais comme analyse aussi de l'Euro de Wijnaldum pour l'instant, et surtout ce qu'il pourrait apporter au Paris Saint-Germain par rapport à ce que tu vois sur le terrain, par rapport à l'effectif actuel du Paris Saint-Germain et sa composition des milieux de terrain? Je crois qu'Yacine, il a tout dit. Après, la question, c'est est-ce que, rappelez-vous que Pochettino avait mis Verratti dans ce rôle-là, une sorte de numéro 10, c'était un 4-2-3-1, mais il était beaucoup plus haut et c'était assez rare pour Verratti. Et on a vu que, bon, parfois, ça le faisait, mais souvent, c'était pas une grosse réussite. Si c'est dans cette configuration que va jouer Wijnaldum, c'est très bien. Je pense qu'il n'aura pas de mal. D'abord, il se projette, il fera du surnombre dans la surface. Moi, je trouve que encore une fois, c'est une bonne pioche, c'est intelligent. Il a 30 ans, malheureusement, il a 30 ans. J'allais dire, enfin, il est dans la force de l'âge, mais on va pas pouvoir en profiter des années et des années. Et c'est vrai, en plus, avec les Pays-Bas, quand tu joues avec De Jong, ça facilite quand tu as De Jong derrière toi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, la question, enfin, j'ai hâte de voir les premiers matchs, surtout pour voir dans quelle configuration va le faire jouer Pochettino, parce que le mercato n'était pas encore vraiment terminé. On reparlera de Ramos tout à l'heure, Hugo. Mais c'est vrai que, imaginons qu'on a la chance de pouvoir prendre Sergio Ramos. Peut-être qu'il va remodeler ça, peut-être une défense à 3. Donc voilà, moi, c'est surtout là que je vais trouver ça intéressant de voir dans quelle configuration il va jouer. Sinon, évidemment, sur les milieux de terrain qui marquent des buts, je ne vais même pas parler de Verratti qui est extraordinaire, mais qui tente très peu de frappes. On a un joueur qui a une super belle frappe, mais qui l'utilise pas, ou quand il l'utilise, ça fait pas souvent mouche, c'est Paredes. Donc, en fait, on a que des avantages, très peu d'inconvénients avec Wijnaldum. Donc, ouais, et puis c'est un joueur dans le contre-pressing qui a une grosse activité. Ce qui manquait aussi parfois chez les milieux de terrain du PSG. Donc moi, je suis évidemment satisfait, soulagé quand je vois son Euro. Maintenant, voilà, encore une fois, est-ce qu'il va réussir à s'adapter? On a souvent pris des très bons joueurs au PSG, contents de leur arrivée, puis après,
on voit que parfois la mayonnaise ne prend pas ou parce que autour c'est pas le même niveau, ça joue pas exactement pareil. Il a été habitué, il a joué de nombreuses années à Liverpool. On sait ce que demande Klopp à ses joueurs, beaucoup d'activités. Pochettino est à peu près aussi pareil, mais on l'a moins vu avec le Paris Saint-Germain. Écoute, pour l'instant, on peut être que satisfait de sa recrue. Hein. On va voir comment il va s'adapter avec le PSG et surtout avec qui il va être accompagné, parce que je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de milieux au PSG, qu'il va falloir aussi en vendre quelques-uns et essayer de trouver une équipe type avec une configuration type et ne pas changer à chaque fois en fonction des blessés, des suspendus et de l'adversaire. J'ai oublié l'humilité quand il a reçu le trophée du meilleur joueur quand même. Quand il déclare que ok, c'est grâce à ses buts, mais c'est en fait De Jong le vrai homme du match. Bon, c'est pas rien. C'est une qualité de plus, effectivement, Yacine, tu as raison de le souligner. Ouais. Samy, je pose un peu la même question, mais qu'est-ce qu'il pourrait apporter au PSG? Yacine et Mousse ont déjà un peu répondu dessus, mais surtout, comment le faire jouer, toi, dans quel système? Enfin, si tu devais faire là, tes Pochettino, tu dois composer ton premier 11 de la saison, où tu le mets, Wijnaldum, et comment tu composes l'organisation du Paris Saint-Germain? Déjà, faut bien se rendre compte que là, il joue un poste quand même qui n'est pas force. Enfin, il joue quand même beaucoup plus haut que ce qu'il a joué en club et même dans sa carrière. Hein. C'est cette équipe des Pays-Bas qui fait que, vous l'avez très bien dit, l'opposition, le système de jeu fait que voilà, ça lui permet d'évoluer beaucoup plus haut, limite comme un numéro 10. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est très offensif ou autre. Je pense qu'à Paris, normalement, il devrait jouer quand même un peu plus bas. En tout cas. Moins dans un rôle de numéro 10. Franchement, moi je le mettrais en milieu box-to-box. C'est un joueur qui va nous apporter énormément de choses. Le fait de se projeter vers l'avant dès qu'il y aura une transition, lui il sera toujours là. C'est clair et net, c'est son style de jeu. Il est attiré par le but. C'est un joueur qui va toujours essayer d'apporter le surnombre dans la surface et ça fera pas de mal au PSG. Ça te donnera toujours une option de plus au niveau offensif. Clairement, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Attention, hein, c'est pas non plus quelqu'un qui va s'amuser à faire que de gratter des ballons ou autre. Hein. C'est pas un Edgar Davids ou voilà, c'est pas un bulldog non plus sur le terrain. Il a un autre profil, mais voilà, c'est soutenu justement par peut-être un Paredes ou un Verratti. Je sais pas si on jouera à 3 ou à 2 milieux de terrain, mais en tout cas, oui. Tu mettrais comment tu verrais un 4-3-3 avec. En fait, moi, je pense il faut lui associer quelqu'un qui a du goût aussi pour le travail défensif. Par exemple, avec un Gay que tu décharges parce que voilà, on sait qu'il est pas très à l'aise avec le ballon et dans la projection vers l'avant, ça pourrait justement être un compromis assez intéressant. Si tu dis à Gana Gueye de te concentrer sur le travail défensif, sur le charbon et que Wijnaldum justement lui s'occupe un peu plus des tâches offensives et de la projection, ça peut être une combinaison. Tu parles dans un milieu à 2, Samy, c'est ça? À 2, Wijnaldum et puis à 2 ou à 3, mais je pense que par exemple Gana Gueye, c'est un profil qui pourrait bien s'associer avec Wijnaldum. Ça pourrait être intéressant. Moi, je pense qu'il lui faut quand même un joueur qui le décharge un minimum de tout le travail défensif. Il a un certain gros volume de jeu. Mais encore une fois, on a tous joué au foot, on a tous l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile de dépenser de l'énergie à courir vers l'avant que de dépenser de l'énergie à être sur ses appuis, à être derrière. C'est quand même assez intéressant. Un pressing, c'est plus fatigant, mais un sprint pour aller marquer un but, tout de suite, on se sent un peu mieux. Et je pense que ça joue aussi. Il n'aura pas le même volume de jeu s'il doit jouer dans une zone un peu plus restreinte, un peu plus derrière, à essayer de défendre, que s'il doit se projeter devant. Donc je pense qu'il doit être associé à un bon profil défensif. Et aujourd'hui, honnêtement, avec Verratti, mais moi je verrais plus Gana Gueye comme associé privilégié de Wijnaldum. Parce que Pochettino a joué souvent avec quatre éléments offensifs. Ça veut dire que, tu vois, si tu mets par exemple un Gueye avec Wijnaldum, que tu veux pas Verratti. Quid de Verratti, voilà, c'est ça. Alors que là, on voit que son retour est plutôt intéressant, très intéressant même, et on sait très bien que Pochettino ne mettra jamais Verratti, et à juste titre. Hein. Nous, on veut que Verratti soit sur le terrain, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est un casse-tête, parce que tu peux jouer avec Mbappé en pointe, Neymar à gauche, Di Maria à droite, avec 3 milieux, avec Verratti et Wijnaldum, et peut-être une vraie sentinelle, mais on n'en a pas vraiment. On a Danilo, et on ne sait pas si ça sera suffisant, Danilo. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas être revendu illico presto? Et c'est pour ça que il faut attendre de voir la fin du mercato
qui reste, qui part, et à ce moment-là, on pourra peut-être imaginer ce que pourra faire Pochettino. Aujourd'hui, parce que compliqué, tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu pars avec 4 offensifs devant et un double pivot, Wijnaldum, Verratti, eh ben, il faut avoir des cojones, hein, franchement. Face à un gros en face, je suis pas sûr que l'équilibre soit respecté. Je sais pas ce que t'en penses, Yacine, mais ce serait quand même couillu, honnêtement. Ce serait très très offensif. Après, moi je dis pas non, hein, si ça marche, ça peut être. Après, il l'a fait en Ligue des Champions, hein, tu vois. Il l'a fait aussi, hein, tu vois. Donc. Yacine. Déjà, sur les 24 derniers mois, je ne sais pas quand est-ce que le PSG a eu son effectif au complet, donc je ne sais pas pourquoi vous prenez la tête à dire que ça va être compliqué de choisir. Il n'y a jamais de choix. Tu mets les deux. Non, mais on parle, tu vois, on se projette avec l'effectif, tu vois ce que je veux dire, et comment on va faire jouer cette équipe, voilà, exactement. Ah oui, parce que sinon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu mets les deux qui sont disponibles le jour du match, parce que de toute façon, il n'y en a jamais plus de deux. C'est vrai. Ça, malheureusement, avec Verratti, un joueur qu'on adore évidemment, mais c'est vrai que ces derniers temps, les problèmes de blessure l'ont pas laissé tranquille. Il a joué la moitié des matchs à peu près cette année, je crois, à peu près comme Neymar, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je disais que c'est compliqué tant que t'as pas l'effectif au complet, les départs, les arrivées, t'as du mal à te projeter sur ce que va faire Pochettino en fait. Par contre, ce qui est intéressant en fait, c'est que premièrement, tu as un joueur avec de l'activité qui est capable de compenser, et en fait, Verratti est aussi un peu dans le même rôle. Ce qui veut dire que dans un match, ça peut te permettre d'avoir un milieu à 3. Mais qui va se moduler en fonction de la configuration du match. Peut-être plus à l'intérieur pour fermer et gratter des ballons. Peut-être plus haut, avec un joueur vraiment plus haut qui va aller finir dans la surface. Peut-être même deux relayeurs beaucoup plus hauts, comme à l'époque de Laurent Blanc, où tu avais Matuidi très haut, Verratti au-dessus de Mota et des échanges. Donc en fait, j'ai envie et en plus, Yacine, je te coupe 2 secondes, mais avec l'arrivée d'Achraf Hakimi, est-ce qu'on peut imaginer aussi une défense à 3 avec Bernat un peu plus haut, Hakimi un peu plus haut, tu vois, c'est. Mousse, il veut déjà passer à. Mousse. Non, là, je parle pas de mercato, je parle de système de jeu, tu vois. Justement, on va y passer après. Alors, je sais, Mousse, moi aussi j'ai envie de parler d'Achraf Hakimi. Terminons son Viano, on termine avec Yacine et ensuite on passe au mercato. C'est le côté marocain, Hugo. Oui, c'est bien. En fait, moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et on le voit par exemple avec l'équipe d'Italie, avec Chelsea aussi, il y a beaucoup d'équipes comme ça. En fait, c'est ces joueurs qui sont capables de faire plusieurs choses dans un match. Tu peux plus aujourd'hui finalement demander à un milieu de terrain de faire qu'une seule chose, genre le fameux 6 qui reste planté devant la défense, qui fait que ça et qui sert à rien d'autre, parce qu'il faut à un moment donné créer des choses. Et on le voit avec Locatelli, avec Barella, qui sont capables d'aller très haut, de demander dans la profondeur, de venir finir, mais aussi de venir défendre. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment le profil du milieu de terrain moderne aujourd'hui, où tu peux le faire jouer en 10, tu peux le faire jouer en 8, tu peux même le mettre en 6. Voilà, après ce sera ce qui va se passer autour, et la fameuse défense à 3 voulue par Mousse apparemment depuis plusieurs semaines. Eh ben, justement, allez, on va passer au mercato, parce que je sens que c'est sur toutes les lèvres et vous voulez y arriver, mais moi aussi d'ailleurs. Passons à la dernière partie du podcast avec tout d'abord, bon, on va pas faire long sur lui, on parlera plutôt plus longuement sur Hakimi et Ramos, mais sur Gianluigi Donnarumma qui a passé sa visite médicale le lundi dernier à Florence. Il devrait être annoncé normalement officiellement par le club demain, d'après les informations qui ressortent, Mousse. Ça serait plutôt une officialisation demain par le club parisien. Ça devrait être ça. Vu que l'accord est total, maintenant, c'est une question de jours. Demain, on est vendredi, ça peut être aussi lundi, début de semaine. Et là, comme il y a un creux, il n'y a pas de match, etc., peut-être que c'est le bon moment pour l'annoncer demain. Hein. Oui, c'est effectivement, parce qu'après, oui, là, aujourd'hui, il n'y a pas de match, demain non plus, ça reprend samedi, hein, c'est ça, il y a une petite pause. Ouais, donc c'est possible. Après, j'avais lu dans un des journaux italiens qu'il y a encore des détails sur les commissions, etc. Mais bon, a priori, ça va être réglé. Donc, écoute, encore une fois, sur le modèle, enfin, sur l'opportunité, effectivement, c'est logique que le PSG soit jeté dessus. Après, sur les conditions, ben, c'est pas notre argent, c'est vrai, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu embêtant d'avoir un agent qui dicte un peu sa manière de faire au Paris Saint-Germain. Il l'a souvent fait. Il y a des clubs qui refusent, notamment Real Madrid, avec qui il a toujours eu des mauvaises relations, par exemple. Et c'est pour ça que Pogba, ça a toujours été compliqué pour Pogba de venir au Real, puisque Pérez
ne peut pas le voir en peinture, l'ami Raiola. Bah, après, tant mieux pour lui. Hein. C'est un grand agent. Il est au service de ses joueurs. Il leur fait gagner des super gros salaires. Tant mieux pour lui. Et encore une fois, on va voir maintenant s'il y aura une concurrence entre Navas et lui. Je rappelle que Navas a quitté le Real à cause de ça, parce qu'il ne voulait pas entrer en concurrence avec Courtois. Il voulait être sûr d'être titulaire, en espérant que ça se passe bien. On verra bien, mais sinon oui, c'est un joueur qui est gratuit, et de toute façon il y avait plusieurs clubs dessus. Paris a accepté toutes les conditions de Mino Raiola. Écoute, on verra avec le temps si c'était pertinent ou pas, mais pour l'instant en tout cas c'est pas une mauvaise affaire quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que les commissions sont énormes, mais un gardien comme ça avec 4-5 ans de contrat, ça aurait coûté 80 millions. Bon, donc je pense que le PSG, dans l'absolu, il a préféré sécuriser l'avenir en payant de grosses commissions, mais ça reste toujours une bonne affaire comparé à si tu l'avais pris avec quelques années de contrat. PSG, on sait que ça faisait longtemps qu'il cherchait des grands gardiens. On a eu la chance d'avoir Navas parce qu'il restait peu d'années de contrat à Madrid, et il était assuré d'être titulaire, donc il a accepté de venir. Maintenant, voilà, il faut aussi penser à l'avenir, donc c'est pas une mauvaise idée. Écoute, on verra en fonction de la concurrence et si ça se passe bien au niveau du vestiaire. Voilà. Samy, est-ce qu'on en avait parlé avec toi de Donnarumma la dernière fois, non? Non. Je ne sais pas si tu étais là au précédent podcast. Bon, je te pose la question du coup parce que Yacine, je connais déjà son avis, on en a déjà longuement parlé. Un petit mot, Samy. Et d'ailleurs, je lisais j'entendais parler des informations venant de la presse italienne où on disait que Donnarumma n'arrivait pas du tout dans la peau d'un numéro 2 ou qu'il voulait même pas être prêté et qu'il voulait vraiment s'imposer au PSG dès la saison prochaine. Alors on verra bien, hein. C'est de la spéculation évidemment, c'est les infos des journaux italiens, mais toi comment tu la vois l'arrivée de Donnarumma? Comme un problème parce que tu vas devoir gérer en plus avec Keylor Navas, comme l'avenir préparé comme le disait Mousse, comment tu vois ça toi? Vous sentez? Tu sens les problèmes, les crises de vestiaire qui arrivent. Franchement, je pense que c'est inéluctable. Alors attention, hein, moi sur le bonhomme, il n'y a aucun souci. Je comprends le move, tu l'as très bien résumé. Un gardien comme ça, dans 2-3 ans, c'est du niveau des Alisson, des machins, c'est du 90-100 millions. On sait pas jusqu'où ça va monter pour un gardien, mais voilà, il a 22 ans, c'est le futur. Pour moi, c'est top 3 mondial dans le futur. C'est un très bon gardien moderne. Il n'y a aucun souci sur la qualité du bonhomme. Attention, faut pas se. Mais forcément, vu que nous, on est en plus de l'intérieur, on a vu Navas depuis 2 ans au Paris Saint-Germain. C'est vrai que sportivement, à l'instant T aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un deuxième gardien de très très haut niveau. Ça c'est une réalité. On peut pas le nier, quoi. C'était pas un besoin vital dans cet effectif. Donc on comprend l'achat, le fait que voilà, on préserve notre avenir maintenant. C'est aussi c'est une petite épine dans le pied de notre ami Pochettino, parce que voilà, tu vas l'obliger à gérer ça. Moi aussi j'ai lu ce que tu as lu, comme quoi en Italie on est convaincu. En tout cas lui apparemment lui il vient pour jouer numéro 1. Il n'y a pas de question de on me prête ailleurs, de machin, de ce qu'ils disaient. Voilà, ils avaient sorti des peut-être qu'il va être prêté, ce qui est improbable. D'ailleurs Samy, il parlait de l'AS Romain, il parlait d'un prêt à l'AS. Ouais. Non, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une demande de Pochettino, hein, l'arrivée bien sûr, c'est pour ça que on connaît les relations de Leonardo avec son ancien club Milan AC et aussi avec Mino Raiola. Clairement. Tu as raison de souligner qu'effectivement, c'est plus une épine dans le pied de Pochettino. Et du vestiaire PSG, oui. Ils lui ont dit tu vas gérer ça avec Navas, c'est toi qui te débrouilles, et voilà. Donc honnêtement, je ne vois pas comment aujourd'hui, vu les statuts des deux gardiens, que ce soit Navas sur sa carrière et au Paris Saint-Germain, et même Donnarumma, et j'ai l'impression avec l'Euro qu'il fait, parce que on n'avait pas vu l'Italie en compétition internationale depuis un moment, avec l'Euro qu'il fait, j'ai l'impression que même sa notoriété, son aura grandit. Il va arriver. Imaginez qu'il fasse demi-finale ou finale de l'Euro. Donc ça veut dire qu'il va arriver encore plus avec un ego encore plus surdimensionné, avec un ego encore plus gonflé, et on va lui dire mon petit gars, tu vas te mettre sur le banc de touche, tu vas jouer la Coupe de France et tu vas jouer quelques matchs de Ligue 1. Surtout ça a mis le salaire qui est supérieur à celui de Navas. Encore une fois, le seul avantage pour Navas, c'est qu'il n'a pas fait la Copa América. Il va reprendre l'entraînement le 5 s'il a pas de problème avec son épaule, et que normalement il va débuter le championnat, parce que Donnarumma va en fonction du parcours de l'Italie arrivera beaucoup plus tard. Mais voilà,
Mais t'as vu ce qu'a posté Navas, à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu postes pas. A priori, c'était plus par rapport à sa sélection. Après, ouais. Donc, Par rapport après, on peut se discuter, mais bon. Avec la sélection du Costa Rica, etc. Bon, on verra. Honnêtement, mais ça sent pas. En tout cas, au niveau de la cohabitation, aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait se passer bien sur l'entièreté d'une saison, honnêtement. De toute façon, Samy, ça va être clair. Hein. Si effectivement il est dit à Navas que c'est Donnarumma le numéro 1, dans la foulée, Navas demandera à partir. Parce qu'il a encore des années devant lui. C'est un gardien de 34 ans. Il peut encore jouer à haut niveau à 2-3 ans encore. Et il a pas quitté le Real. Mais il a raison. On vient de lui ramener un concurrent au PSG. Et surtout, il est très très aimé par ses coéquipiers du vestiaire. Et là-dessus aussi, tu as raison. J'espère que ça va pas faire trop d'éclat. Bon, en tout cas, on verra ça. On attend l'officialisation. Donc demain, normalement, par le club dans les jours qui arrivent, de Gianluigi Donnarumma, qui donc, lui, disputera aussi, qui est à l'Euro avec l'Italie, disputera son 8e de finale vendredi contre l'Autriche. Passons à un autre joueur qui devrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Ce serait tout proche d'être conclu. Yacine, je viens vers toi. Le latéral de l'Inter Milan, on a déjà parlé un peu lors des précédents podcasts. Achraf Hakimi, international marocain que Mousse et Samy connaissent évidemment bien. Un deal donc entre l'Inter Milan et le PSG qui sera en cours de finalisation. Salaire estimé, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport, de 8 millions d'euros. Un transfert estimé autour des 65 millions d'euros, sans comprendre les bonus évidemment. Visite médicale espérée la semaine prochaine. Le PSG a bon espoir de boucler le dossier avant sa reprise de l'entraînement. Et des informations que je vous donne de la presse italienne. Achraf Hakimi souhaite lui absolument jouer pour le Paris Saint-Germain, malgré les relances de Chelsea pour le recruter. Et j'ajoute, le fait que sa compagne préfère Paris a beaucoup aidé dans le dossier. Bon voilà, ça peut paraître anodin, mais ça joue quand même souvent sur les transferts de certains joueurs. Donc voilà, la compagne d'Achraf Hakimi qui aide le Paris Saint-Germain à conclure ce transfert, donc on va pas s'en plaindre. Yacine, c'est une bonne nouvelle quand même. Il fallait un milieu, un latéral droit, on est le 24 juin et deux dossiers seraient déjà bouclés. Ça serait quand même pas mal. On a quand même connu des mercatos qui sont finis plus tard dans l'incertitude. Là au moins, ça serait deux bonnes pistes validées et recrutées dès le 24 juin. Mais bien sûr, c'est une très bonne nouvelle parce que alors, je sais qu'il y en a qui vont dire effectivement c'est cher. Alors déjà, il y a le prix du marché aujourd'hui et malheureusement, c'est des joueurs qui ont un coût et qui ont une valeur. Voilà, c'est les prix qui se pratiquent aujourd'hui globalement sur les très gros joueurs. Faut pas oublier non plus qu'Hakimi, il a 23 ans, 22 ans, 23 ans entre les deux. Soit il les a eu, enfin, doit être à la limite. 22, je crois, 22. Attends, ouais, il va les avoir. Il est en 98, donc il va avoir 23. Il est du 4 novembre 1990. Voilà, donc en fin de saison, il aura 23, enfin en fin d'année, il aura 23 ans. Donc il est très jeune. Ça veut dire que déjà, tu t'inscris sur la durée avec lui, que c'est potentiellement un joueur que tu peux revendre après malgré tout. Donc, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que aujourd'hui, la seule interrogation qu'on a sur Hakimi, c'est l'histoire de la défense à 4. Voilà. Est-ce que réellement il est capable? Après, c'est toujours pareil. On est aussi dans un football moderne où on demande aux latéraux d'être d'abord des contre-attaquants, etc. Offensivement, tu ne te trompes pas déjà. Donc, ça ne pourra pas être, je pense, pire défensivement que certains, mais ce sera mieux offensivement. Donc, quoi qu'il arrive, la plus-value, elle est là. Tu t'es pas trompé. Maintenant, c'est toujours pareil. Je répète ce que je dis à chaque fois dans les deux sens. Quelle que soit la qualité d'un joueur, on peut jamais savoir ce que ça va donner à l'avance parce que le contexte, l'entraîneur, à un moment donné, quelque chose qui se passe mal et le joueur se sent moins bien. Bref, voilà. Tous les voyants sont au vert. Mais personne ne peut dire aujourd'hui Hakimi va réaliser la plus grande saison de sa vie. Voilà, personne ne le sait ça. En tout cas, c'est très bien pour le. Enfin, disons que dans le recrutement, ça fait longtemps qu'on attendait un latéral droit qui ressemble à un latéral droit et on en a un. Voilà. Mousse, tu voulais en parler tout à l'heure. Alors, je te donne la parole. Achraf Hakimi, donc, qui viendrait remplir cette case du latéral droit dont on a tant parlé et que le PSG devait recruter. Achraf Hakimi, alors voilà, le seul petit doute, on va dire, que Yacine a soulevé, c'est le fait qu'il a joué dans des défenses à 3 avec Dortmund et avec l'Inter Milan. Là, il arriverait plutôt, à moins que Pochettino change ses plans, mais dans une défense à 4. C'est la seule petite incertitude qu'on peut avoir, mais en tout cas, s'il y a une certitude qu'on a, c'est son niveau qui est exceptionnel et qui en fait l'un des meilleurs latéraux du monde. Ah ouais, non, clairement, moi, j'ai
pas de doute du tout sur ses qualités. Et quand on sait l'importance des latéraux avec Pochettino, ouais, je pense que ça va super bien matcher. Sur le prix, pour moi, c'est pas cher. Enfin, si vraiment les prix c'est ça, 65 millions pour un joueur de 22 ans, c'est pas cher. Quand des équipes comme par exemple Liverpool qui avait perdu en finale, et à chaque fois ils ont mis, tu vois, par exemple ils avaient un problème de gardien. Bon, ils ont mis combien sur Alisson quand ils l'ont pris? Je crois que c'était énorme, hein. Ça doit être 70 millions, 70 pareil. Millions. Voilà, 70 millions. Des latéraux à plus de 50 millions, on a déjà vu en première ligue. Et pas forcément de la qualité d'Achraf Hakimi, franchement. Clairement pas. Bah oui, c'est pour ça que parfois quand je lis des tweets sur les prix, ça m'étonne parce que encore une fois. 80 millions pour Ben Chilwell, hein. Il faut pas oublier. 80 millions pour Ben Chilwell. 80 millions Ben Chilwell. Ouais. Je pensais pas que c'était autant, mais bon, je te crois, Samy, là-dessus, et pas de problème. Et puis encore une fois, quand tu veux te donner les moyens de faire des choses en Ligue des Champions, je parle pas de la Ligue 1, je parle vraiment de la plus grande des compétitions. Ben, il faut pas hésiter à mettre le prix sur les manques que tu as. Et nous, les latéraux, on a toujours eu des problèmes de latéraux. Je pourrais remonter jusqu'au début de l'RQSI. Il me semble, à part Maxwell, honnêtement, côté gauche, il me semble qu'on n'a jamais eu un latéral à la hauteur de nos ambitions. Et là, avec Achraf Hakimi, tu marques le coup, tu le payes 65 millions, certes, mais c'est un joueur qui a 22 ans, l'a rappelé Yacine, qui va pouvoir sur le temps, franchement, tu vas l'amortir assez rapidement vu les qualités qu'il possède. Donc là, pour moi, c'est très bien de l'avoir fait. Ça a été fait rapidement, intelligemment. Alors la chance qu'on a eue, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence, à part Chelsea. Et encore, selon les informations, t'en as qui disent qu'il n'y a pas vraiment eu d'offre de Chelsea, qu'ils n'ont pas été aussi sérieux et aussi travailleurs que l'a pu être Leonardo sur ce dossier. Donc, et encore une fois, si tu arrives à récupérer sur le côté gauche un Bernat en forme, parce qu'on l'a pas vu rejouer cette saison, on espère qu'il va faire une bonne préparation, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant en fonction, effectivement, encore une fois, de comment on va jouer. Tout à l'heure, il me taquinait un peu Yacine sur la défense à 3. Et c'est vrai que si on parlera de Ramos à la fin du podcast, voilà, ça peut être aussi une super option. Ça peut être une super option. Il me semble que Pochettino a déjà joué comme ça. Donc écoute, moi je suis ravi, bon, je suis d'origine marocaine effectivement, donc je m'adresse à toi Achraf. Marhaba bik mon pote. Voilà. Alors faites ta traduction, moi je comprends pas. Ça veut dire bienvenue. D'accord, merci. Juste si tu veux pas mettre 65 millions, il suffit de travailler peut-être un peu en amont, mais ça c'est un autre débat. Mais là-dessus tu as raison Yacine, on en a parlé évidemment. On en a parlé, dont on a parlé la dernière fois. Voilà, d'avoir des scouts un peu dans des divisions un peu inférieures pour trouver une pépite plutôt que d'acheter un joueur qui est déjà confirmé et qui vaut très très cher. Ouais, puis Hakimi, il y a juste un an, Hakimi, il coûtait déjà que 40. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je m'adresse au deuxième Marocain du podcast, Samy. Évidemment, je pense qu'il doit être très heureux de l'arrivée prochaine de Achraf Hakimi. Pas besoin de rappeler ses qualités, mais c'est vrai que c'est tellement une denrée rare, les latéraux maintenant performants, jeunes, qu'en fait, les 65 millions, bah, ça les vaut, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Après, bon, c'est pas mon argent, donc c'est plus facile, d'en parler et de dire que c'est bon, on peut mettre l'oseille. Mais honnêtement, tu l'as dit, vous l'avez très bien dit, c'est un top 3 mondial. C'est un poste où les joueurs de très grande qualité et surtout avec des garanties dans le jeu, que ce soit en C1 qui est pour moi le révélateur du très haut niveau, en sélection ou autre, bah, il n'y en a pas tant que ça. Oui, bah c'est le prix que ça vaut, vous l'avez très bien dit. Prendre à un moment donné, on réclame des très grands joueurs au PSG, mais bah oui, mais là, si tu les veux, il faut mettre le prix. Donc je suis pas choqué par rapport à ça. Pour ce qui est du cas de la défense à 4, il joue à 4 avec le Maroc, notamment vous pouvez regarder le dernier match contre le Burkina où il est buteur d'ailleurs sur coup franc. Et c'est une défense à 4. Il s'est révélé avec l'équipe du Maroc en 2018 lors du match crucial au Félicia en Côte d'Ivoire à Abidjan. Un stade où c'est le feu, il était dans une défense à 4, donc voilà, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, que ce soit même en compétition à la CAN ou autre, à jouer à 4. Donc oui, certes, cette année avec l'Inter, il jouait dans un rôle de piston, et à Dortmund aussi généralement, mais à Dortmund il a aussi évolué à 4, et au Real il a principalement évolué aussi à 4, donc ce débat-là, moi, je trouve que c'est un peu... En plus, pour un joueur de sa qualité, on a l'impression que le gars, il perd 70% de son talent en changeant un tout petit peu son poste quand même. C'est un joueur qui a un QI football, qui a quand même prouvé. Donc, je m'inquiète pas du tout sur le fait qu'il s'intègre à une défense à 4, surtout qu'il aura le temps de se roder en Ligue 1 avant les matchs qui comptent. Donc, pour ça, honnêtement, j'ai pas peur du... Pourquoi ?
Parce que tu peux pas trop dans Ligue 1. Tu vas te liguer. Non, mais comment dire, te roder au moins pour ce qui est qui sont des repères tactiques, pas forcément. Non, parce que justement, moi, moi, la limite que je mets dans la défense à 4, c'est pas sur son apport offensif et tout, c'est sur la lecture. Oui, du jeu défensif. Tu vois, par exemple, Maxwell, il couvrait très bien dans son couloir, tu vois, les diagonales. Et ça, c'est un autre repère, parce que quand tu joues à 5, tu as 3 joueurs derrière toi, dont un qui est vraiment collé à toi pratiquement pour fermer ton couloir. C'est pour ça que je dis ça. Et le problème, c'est que la Ligue 1, justement, ne peut pas t'amener ça, puisque tu n'es pratiquement jamais dominé. Donc en fait, c'est vrai. Mais après, à un moment donné, voilà, non, mais c'est la parole. Encore une fois, j'ai pas dit que je suis d'accord avec toi avec le Maroc qui joue comme ça, et ça veut pas dire qu'il va être en difficulté. C'est juste l'interrogation qu'on peut avoir, entre guillemets, elle est là. Voilà. Si on doit chercher un bémol ou une interrogation, oui, en tout cas, ça peut être en tout cas, logiquement et factuellement, c'est le seul endroit où on pourrait avoir un léger doute. Après, sur le reste, honnêtement, pour moi, c'est bénéf. Tu l'as très bien dit, il y a une possibilité de revente à prix très élevé. Il a que 22 ans. Franchement, c'est même là sur la liste des transferts qu'on a, pour moi, c'est le meilleur transfert de cet été et de loin. Que ce soit le rapport qualité-prix, l'impact que le joueur peut avoir sur l'équipe, moi je pense que c'est le meilleur transfert. Tu vois, la vitesse, on va voir flou avec la différence avec Florenzi. Ah non, mais on se rend pas compte. Honnêtement, on n'est pas prêt, hein, sérieusement. Et puis même sur 20 ans, non, mais depuis 20 ans, c'est quand même Christophe Jallet ou Seara, nos meilleurs latéraux à droite. Depuis 20 ans, tu te rends compte? Non, mais nous ne sommes pas prêts. Le pasteur, c'est rare. Les parents, souvent, chez les jeunes, ils veulent absolument que leurs enfants soient attaquants pour marquer des buts et se faire repérer. Moi, j'arrête pas de leur dire, mettez-les latéraux. Il n'y en a pas dans le monde du football. Si vous voulez percer professionnel, allez-y. C'est vrai. Mais si maintenant les latéraux, ils commencent à coûter 60 millions, bon, peut-être que les parents vont enfin se dire, ouais, peut-être mon fils, c'est un latéral droit. Mais tu rigoles, mais tu sais que aujourd'hui, le poste de latéral, voilà, il a été un peu galvaudé maintenant. Je suis même pas sûr qu'on forme vraiment un joueur à être latéral, puisque maintenant, de nos jours, on met des anciens ailiers au poste de latéraux. Il n'y a plus vraiment. Franchement, le poste de latéral dans le football aujourd'hui, c'est un peu le poste bâtard où on met celui qui est pas assez bon pour être ailier, pas assez bon pour être milieu relayeur, mais qui est plutôt complet et qui a des qualités de vitesse. Donc c'est quand même. C'était le cas de Thomas Meunier d'ailleurs. Hein, mais tu regardes, c'est vraiment depuis un peu plus de 10 ans, tu regarderas, il y a vraiment une coupure, une génération où il n'y a plus de joueurs qui sont formés. Moi, je pense depuis l'arrêt des Lames, des Cafou, qui eux étaient des vrais latéraux. C'est des mecs qu'on avait formés pour être des latéraux. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus. Donc bon. Alors, il y a Cornet, pareil. Tu vois, truc. Il y a eu Alphonso Davies à Marseille. Alphonso Davies, c'est pareil. Tu regardes de manière générale, regarde la Belgique. Ces deux latéraux, ce sont pas des latéraux. C'est des mecs qui jouaient limite attaquant ou ailier. C'est vraiment une mode. C'est une mode. Avec plus ou moins de technique. Voilà. Comme Florenzi de base, qui était au PSG la semaine dernière, c'est un ailier de base, même milieu, enfin plutôt un milieu, on va dire latéral piston, et qui a été reconsidéré, ce poste-là. Même Spinazzola. D'ailleurs, on n'entend plus parler, Hugo, de l'affaire Florenzi. Là. On n'entend plus parler. Apparemment, la date a expiré pour la levée d'option, puis depuis, il n'y a pas eu de nouvelles. C'est que Paris ne devrait pas. Alors après, on en parle pour qu'il revienne en tant que numéro 2, mais bon. C'est ce que j'allais dire. Peut-être en doublure, mais. Pourquoi pas. On verra quand on aura quelques infos dessus. Pour l'instant, il n'y a rien, donc on va éviter d'en parler. Mais en tout cas, Yacine, il le préfère à Aurier, ça c'est sûr. Voilà. Yacine, là, je te dis qu'on va signer Hakimi ou le Dorier. Là, quand même, là, je pensais que tu allais m'en parler en premier, de dire on est passé tout près de la catastrophe de faire revenir Aurier, et là, on a Hakimi. Mais non, c'est pas fini, Hugo, attention. Hein. Non, parce que de toute façon, je vous avais dit que tant qu'il ne signerait pas, je ne voudrais pas y croire. Donc, je ne peux pas en parler, j'y crois pas. On verra ça. Après, oui, non, mais Mousse, tu dis. Non, je parle d'Aurier. Tant qu'Aurier ne sera pas au PSG, j'avais dit que je ne voulais pas y croire. Donc, bon, écoute. Je ne veux pas en parler. Si tu mets 65 sur Hakimi, à mon avis, je pense qu'il n'y aura plus trop d'argent pour mettre sur un deuxième latéral droit. Il y a d'autres postes, justement, qui sont ciblés pour renforcer le Paris Saint-Germain cette saison. Et notamment, ce sera la dernière partie de notre podcast, sur cette partie mercato, dossier Sergio Ramos, qui est libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, qui a été officialisé lors d'une conférence de presse d'hommage et d'adieu au club de cœur du Real Madrid, où il a passé 16 longues années. D'après la presse espagnole, Sergio Ramos, il aurait déjà confié à ses anciens coéquipiers du Real Madrid qu'il allait signer avec le Paris Saint-Germain. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est la presse espagnole. Mais Yacine, Sergio Ramos, Paris Saint-Germain, je sais qu'on en a déjà parlé.
dans une défense à 3 comme Mousse veut mettre en place? Oui. Moi, j'ai fait une propagande. Non, mais en fait c'est très simple. Premièrement, tu as 2 défenseurs centraux qui tiennent la route, qui sont bons ensemble, qui sont jeunes, qui ont 26 ans, autour de 26 ans. Voilà. Il t'a manqué cette saison un 3e défenseur central. Malgré tout, Marquinhos a souvent des petits problèmes. Alors, Marquinhos, c'est pas des blessures de 1 mois et demi, mais c'est souvent 15 jours, 3 semaines, 10 jours, un peu l'adducteur, etc. Ouais, l'adducteur, souvent. Voilà. Donc, tu fais du bricolage. Tu fais du bricolage avec Kerrer, tu fais du bricolage avec Danilo, tu fais du bricolage tout le temps. Donc, t'as même mis Diallo gaucher à droite. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il te faut un 3e défenseur central d'un très bon niveau. Il y a ceux dont on a parlé souvent, les Skriniar, etc. Mais ça coûte de l'argent. Tu as un joueur qui a 35 ans, qui est gratuit, qui a une grosse expérience et qui est un vrai leader. Il peut te permettre de jouer à 3, il peut te permettre de jouer à 4 si un des 2 joueurs est blessé. C'est un joueur qui joue des 2 côtés de la défense. C'est-à-dire que quand il y a Varane, il joue côté gauche, mais parfois il joue aussi axe droit. Donc, écoute, moi, je veux bien. Aujourd'hui, c'est quand même des joueurs. Il y a certains joueurs où tu te dis 35 ans, c'est vu. Il y a certains joueurs où tu te dis non. Il y a des postes, oui, effectivement, milieu de terrain à 36 ans, 35 ans, ça commence à être compliqué d'enchaîner. Voilà. Derrière, c'est pas pareil. Et en plus de ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend de Sergio Ramos si Paris le fait venir? C'est pas de jouer 70 matchs. C'est de jouer 20, 25 matchs, mais peut-être les matchs qui comptent. Les gros matchs, d'apporter à un moment donné et d'offrir une solution en plus tactiquement. En fait, il remplit toutes les cases. Rappelez-vous qu'il ne fait pas l'Euro et il fait une mauvaise saison parce qu'il a une blessure qui traîne toute la saison. Mais en début de saison cette année, jusqu'à décembre, il est opérationnel. Donc, écoute, moi je dis que c'est une bonne opportunité, c'est gratuit, c'est un très bon défenseur, c'est un leader en plus, c'est pas juste un défenseur qui vient en plus. C'est quand même un mec qui a gagné beaucoup de choses et qui a une vraie force de caractère. Et je pense qu'en venant, ça peut être aussi le profil de dire je vais montrer que je suis capable de gagner ailleurs, parce que c'est un peu, tu vois, l'ego, etc. Et la dernière chose, quand Mousse, au début d'émission, a dit peut-être que ça va traîner. Moi, j'ai la vision inverse, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'Euro. Et je pense que de signer rapidement, s'il est d'accord pour rejoindre le PSG, etc., de signer rapidement, pour faire la préparation, s'intégrer et démarrer tout de suite avec un gros foncier, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que d'attendre le 30 août, même si tu es libre, bon, bah, tu vas arriver le 30 août, tu vas rentrer dans un club le 3 septembre, la Ligue des Champions va déjà démarrer. C'est peut-être mieux aussi pour lui de signer le plus tôt possible. Et s'il a réellement pris la décision, comme il l'a dit lui, au Real, enfin ses partenaires du Real en disant je vais au PSG, bah, écoute, signe avant le 10 juillet, c'est parfait. Tu reprends avec tout le monde, tu fais ta saison, tu t'installes dans le groupe le temps que tout le monde revienne de l'Euro, de la Copa, de machin, de trucs. Et puis voilà. Samy, Sergio Ramos, tu signes? Parce qu'en plus, voilà, comme le disait Yacine, parce que là, évidemment, il a eu des blessures cette saison qui l'ont embêté, mais sinon, c'est un joueur qui fait un travail invisible incroyable, qui est tout le temps à la salle, qui joue quand même les 40-50 matchs par saison. Enfin. J'ai oublié un truc, excuse-moi. Vas-y. Juste pour ceux qui disent, ouais, on prend Sergio Ramos à 36 et on n'a pas gardé Thiago Silva. Je rappelle que Thiago Silva, c'était pas son âge le problème, c'était son comportement au PSG dans les grands matchs. Tout le monde l'a répété. Alors, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Tout le monde a effacé, a dit, ah, vous avez dit de la merde. Bref. En fait, c'est pas une question d'âge. C'est une question de passer au club. Voilà. Sergio Ramos, il n'a pas de Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'était aussi sur les années de contrat. Il a eu le même problème que Ramos avec le Real. Non, mais je parle pour nous. Quand on nous dit, vous acceptez Sergio Ramos à 35 ans et vous vouliez laisser partir Thiago Silva. Mais Thiago Silva, c'était pas une question d'âge. C'est une question de tout ce qui s'est passé avant. C'est tout. Non, mais surtout ils oublient aussi que Thiago Silva a refusé de rester aussi. Enfin, je veux dire, il a refusé. Si vraiment il aimait le club, etc., il aura accepté la proposition qu'on lui a donnée. Il l'a refusé, tout simplement. Aussi. Samy. Et après, je reviendrai vers toi, Mousse, pour Ramos. Samy. Oui, je trouve ça étonnant quand même qu'on ait ce débat. Je vais le dire, Sergio Ramos, tu vois, c'est rien que son nom, ça y est, il te place le bonhomme. C'est 4 Ligues des Champions, c'est 2 Euros, c'est une Coupe du Monde, c'est un monstre qu'on s'apprête à accueillir si jamais il vient. Je comprends pas qu'il puisse avoir un seul débat aujourd'hui sur la venue d'un tel joueur au Paris Saint-Germain. Pour moi, ce serait exceptionnel de recruter un joueur comme Ramos.
Je pense que même Enrique se mord les doigts de pas l'avoir pris quand il a vu la prestation de notre ami La Puerta contre la Pologne, où typiquement le but, c'est La Puerta maintenant, on est obligé, ça y est, on peut plus à la porte. Il a marqué hier. Oui, avec le gardien qu'il y avait en face, même nous quatre, on aurait pu marquer. Mais à un moment donné, non, mais quand tu vois typiquement le but de Lewandowski, eh ben, il l'aurait jamais mis à Ramos. Parce que voilà, Ramos, il a le vice, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut justement pour contrer ce genre d'attaquant. Franchement, Yacine a très bien résumé. Moi, là, je m'en fous. Il est compétitif. Tu l'as dit, c'est des blessures qui l'ont diminué, mais c'est un joueur qui reste compétitif, qui est un grand professionnel, qui est très sérieux, qui va t'apporter même des choses nouvelles. Donc déjà, en plus de son expérience, il arrive dans un groupe hispanophone, donc il n'y a aucun problème au niveau de l'intégration. C'est des grands joueurs, ils se connaissent tous de manière générale, de toute façon, c'est pas un souci. C'est un gars qui t'apporte sur les coups de pied arrêtés, qui peut t'apporter sur les pénaltys. Ça va être sympa la guerre avec Neymar, Mbappé et consorts. Ils vont faire un octogone avant pour décider qui va tirer les pénaltys à un moment donné, parce que ça va être compliqué. Ouais. Sauf que Sergio Ramos, niveau caractère, c'est pas Mbappé ou c'est pas Cavani. C'est ça. Non, mais ça va être très marrant. Ouais, tu lui donnes le péno, genre. Ouais, ça va être très marrant. Non, mais bon, après ça c'est une blague. Je pense qu'ils s'arrangeront. Mais sincèrement, et tu l'as très bien dit, il vient pas pour jouer 60 matchs. Il nous manquait un défenseur de grande qualité pour justement parfois faire souffler les deux petits jeunes qui montent. Donc moi je trouve ça parfait. Moi franchement je pense qu'on serait fou de s'en priver. Après ceux qui disent ouais mais vous prenez un joueur de 35 ans, mais ça après ça c'est les rageux, ça on les connaît. Et je pense qu'ils l'aimeraient tous dans leur club. Je vois pas aujourd'hui quel club pourrait dire non à Sergio Ramos. Honnêtement, là aujourd'hui tu me fais un panorama des 7-8 meilleurs clubs européens. Je pense qu'il y a sa place sans problème. Donc prenons-le, coiffons tout le monde. Et kiffons tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs, Samy, je m'adresse à Mousse en même temps, qu'il y a des clubs comme Manchester United et Manchester City qui sont pas rien, qui sont sur ces rangs aussi, parce que d'avoir un tel joueur sur le marché, Mousse, c'est pas tous les jours quoi. C'est clair. Gratuit. Vas-y. Mais surtout que par exemple concernant les clubs anglais, eux ils ont pas l'état d'âme sur l'âge. Honnêtement, quand tu vois quand ils prennent pareil, quand Ibrahimovic quitte le PSG, il signe à Manchester United, Cavani c'est pareil. Voilà exactement. Pour eux ils considèrent que tant que t'es compétitif et que physiquement t'es apte, etc. Tu joues. Il y a que chez nous qu'on est là, on regarde là. Alors c'est vrai qu'on a eu des mauvaises expériences avec Buffon. Aussi un peu avec Dani Alves vers la fin, ok, mais c'est le fait qu'il soit âgé, ça veut pas dire qu'il est cramé. Là, comme l'a dit Yacine, alors sur le timing, Yacine, moi je parlais surtout par exemple de, c'est vrai, t'as raison, pour lui, ça serait mieux de signer au PSG maintenant pour pouvoir avoir une bonne préparation et surtout débuter le championnat et même la Ligue des Champions, parce que on espère que Kimpembe viendra le plus tard possible avec la Coupe d'Europe. Mais simplement, il y a un marché anglais qu'en termes de salaire où tu peux pas rivaliser et que les Anglais, les mercatos, c'est en juillet, ils bossent pas beaucoup les Anglais. C'est souvent août, à partir de la deuxième semaine d'août jusqu'à la fin du mercato. Et c'est pour ça que je dis quand tu es dans sa position, tu as envie de voir aussi ce qui va arriver sur la table en termes de salaire, en termes d'années de contrat aussi, parce qu'on sait que c'est ça qui va aussi peut-être peser dans la balance. Si le PSG, j'ai vu des rumeurs avec des 2 plus 1 année en option, effectivement à 10 millions par saison, évidemment que pour Ramos, là t'assures tranquillement ta fin de carrière et t'es tranquille, même si la fiscalité en France elle est peut-être un peu plus élevée. Mais sinon sur le joueur, évidemment que moi, je tous les jours quoi, ne serait-ce que pour le caractère, parce qu'on manque de caractère dans cette équipe. On a un capitaine qui est très bien, Marquinhos, mais sur le terrain, c'est pas un aboyeur, Marquinhos. Quand il voit ses collègues partir un peu en sucette, eh ben on le voit pas, on le voit pas gueuler sur eux ou dire à un Neymar par exemple arrête tes conneries, repositionne-toi et surtout lâche ta balle. Justement, je t'interroge sur ça et tu vas me répondre. C'est vrai que dans certains matchs, on a vu que le PSG ça flanchait un moment et qu'ils avaient du mal à on va dire à inverser le score, etc. où ils perdent un peu les pédales. Il n'y avait pas ce mec pour dire attendez, calmez-vous, etc. Reconcentrez-vous, replacez-vous, ça va revenir. Et Ramos, il a typiquement ce profil-là. Évidemment qu'il a ça. Et puis, de toute façon, quand tu arrives avec autant de Ligue des Champions, la carrière que tu as, avec les titres de champion que tu as eu avec le Real Madrid, tu es respecté. Dernier élément, même si aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer, c'est Keylor Navas. C'est un gardien qui connaît très bien. Donc, quand tu as été le défenseur de Keylor Navas pendant des années au Real Madrid, l'adaptation va se faire
très très rapidement. Et même un joueur comme Presnel Kimpembe ne peut qu'apprendre aux côtés de encore apprendre, parce que un joueur, ça progresse toujours de toute façon. Donc ça peut être une bonne idée. Là où je te rejoins pas trop, Yacine, moi je pense qu'en forme, Ramos, il va vouloir jouer tous les matchs. Il va pas venir se dire ouais, je suis en pré-retraite, je vais jouer 25 matchs. Moi je pense qu'il va vouloir tout jouer. Et là où je l'imagine pas, c'est qu'on lui dise bah tu viens en complément, tu vas rentrer un peu dans la rotation, mais sinon c'est Kimpembe et Marquinhos. Moi je pense que c'est un joueur qui peut entendre la concurrence, mais qui pourra pas entendre tu vas aller sur le banc et puis lorsque l'un des deux sera fatigué, tu vas jouer. Moi ça j'y crois pas à l'instant. Quand je dis ça, c'est que pour moi, tu vois par exemple la gestion d'Emery à une époque là, Silva, Kimpembe, Marquinhos, elle était intéressante sur la globalité de la saison parce que tu travaillais les trois relations entre guillemets. Silva, Marquinhos, Kimpembe, Silva, bref. Et en fait, tu donnais du temps de jeu à tout le monde. Donc, à un moment donné, quand tu arrives en février-mars, tout le monde était dans le rythme. C'est là-dessus que je dis ça. C'est-à-dire que si tu fais venir Sergio Ramos, c'est pas, tu vois, par exemple, pour moi, Kimpembe, Marquinhos cette année, pourquoi ça a pété Kimpembe à Lille, Marquinhos au Bayern? Parce qu'à un moment donné, tu n'as que 2 défenseurs centraux. Donc, tu étais obligé tout le temps de les aligner. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'intensité du football, plus les 2 années de Covid, plus le calendrier, etc., la Coupe du Monde qui arrive, n'oubliez pas, en plein milieu de la saison 2022-2023, ça va être horrible. Je pense que les clubs doivent prendre conscience de ça. Ça veut dire qu'ok, on ne peut plus demander à nos joueurs de faire tous les matchs. Donc, à 3, vous allez vous partager, vous allez faire en tout 35-40 matchs chacun. Et puis, on va faire tourner. Il y a 50-60 matchs à jouer par saison, ils auront bien assez pour se partager les matchs. Et puis ça sera le travail aussi, ça sera le travail de Pochettino à réaliser. Mousse, parce qu'après on va terminer, on est à 1h30 de podcast. Je pense ouais. 2 secondes, moi aussi il faut que j'aille chercher le petit à 4h à l'école. Tu vois, je vais pas faire long. Non, juste sur l'histoire des pénaltys, honnêtement, même si effectivement il est tiré au Real, quand tu arrives à cet âge-là dans un club où tu as des joueurs comme Neymar, Mbappé, etc., je ne pense pas qu'il va imposer. Ouais, c'était une boutade, bien sûr. Oui, non, bien évidemment, mais c'est pour ceux qui l'auraient peut-être pris au sérieux, tu vois. Non, je pense qu'il va, si déjà il a une place de titulaire, il sera heureux. C'est ça. Il va pas chercher à tirer les pénaltys. Peut-être qu'il sera, quand il sera titulaire, il sera deuxième tireur, où il s'échange de temps en temps avec Neymar, les pénaltys. Ah, mais il en tirera, et même des coups francs. Attention, il fait des coups francs aussi. Il n'y a pas que les. Il sait tout faire. Ouais. Il sait tout faire. Et ben, il manque plus que ce que le Paris Saint-Germain officialise son arrivée. Et donc, compte Sergio Ramos dans ses rangs la saison prochaine, évidemment, d'autres informations tomberont dans les jours qui viennent et on en reparlera. Je voulais passer un petit bonjour quand même à Xavier Coulan, qui nous a identifié sur Twitter hier, nous a mis un message qu'il attendait notre podcast. Et lui qui est à l'isolement à cause du Covid, qui est cas contact. Donc on te passe le coucou Xavier. On espère que le podcast d'aujourd'hui t'a plu. On espère que tu sortiras bientôt de cet isolement. Je crois que c'est jusqu'au 30 juin qu'il est. Donc voilà, coucou, un petit message. Bon courage et puis voilà, j'espère que tu vas bientôt finir avec ça. Un petit hommage à Philou Sport qui nous a quittés la semaine dernière. Nous qui parlons souvent des haters sur Twitter, etc. Bah voilà, c'était le contre-exemple type que tu peux être sur Twitter bienveillant, être apprécié de tous. Et tu vois, c'était même un supporter marseillais pour nous Parisiens. Et ben voilà, c'est un hommage parce que c'était vraiment quelqu'un on suivait ses tweets, etc. Et voilà, la bienveillance sur Twitter, ça existe aussi. Et nous, on parle toujours des mauvais côtés. Donc voilà, c'était juste pour lui rendre hommage. Repose en paix, l'ami. T'as bien fait, Mousse. Et j'allais terminer là-dessus aussi. Je voulais te dire que c'est vrai que Philou Sport était un personnage marquant sur Twitter, une personne humaine qui dégageait beaucoup de valeurs, d'optimisme, de bienveillance. Et c'est vrai que c'est plutôt rare sur Twitter, mais voilà, jamais eu un mot de travers, toujours là pour aider les gens à retweeter, etc., pour des cagnottes, pour des choses, etc. Donc voilà, c'est un grand homme de fan de sport que nous perdons et on lui souhaite évidemment hommage et on lui dit repose en paix. L'ami Philo Sport, tu suivras les transferts de l'OM et tu suivras les infos sur Twitter depuis là-haut. Ouais. Et pareil pour les gens qui nous suivent sur YouTube, merci de mettre autant de commentaires, honnêtement toujours bienveillants, parce qu'à chaque fois c'est vrai, on perd notre temps à parler de ceux qui nous insultent, mais il y a aussi beaucoup de soutien. Et d'ailleurs même Samy, tu vois, parfois on dit est-ce que Samy va revenir, on l'aime bien Samy, ils sont toujours bienveillants. Très sympathique. C'est vrai que tu es beaucoup tu as beaucoup de commentaires positifs sur. Ils sont très sympathiques. Ça change de certaines communautés. Franchement, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas d'insultes. C'est vraiment bien. Ils échangent. Ils sont très curieux. Et en plus, voilà, on fait à chaque fois 10 000 vues de moyenne sur chaque podcast, alors qu'il n'y a plus de matchs, etc. On a réussi à créer une vraie communauté.
Et franchement, on en est fiers parce que vous qui êtes passé par le Club des 5, vous savez à quel point c'est difficile de se créer une communauté. Et honnêtement, moi, je m'attendais pas à ça quand on a lancé la chaîne YouTube et les podcasts. Donc, merci à vous, merci beaucoup pour votre fidélité, franchement. Ouais. Comme avait dit Philou Sport aussi dans sa vidéo brute là qu'il avait tournée quelques jours avant de décéder. Merci, voilà, merci, c'est un mot qui se perd, mais de dire merci à vous qui nous suivez tous les jours. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude et à retrouver tous les formats sur la chaîne YouTube de Paris United. Donc merci beaucoup Samy d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir que tu sois avec nous pour parler de tous ces sujets. Merci beaucoup Mousse et merci beaucoup aussi à toi Yacine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast en espérant débriefer une qualification pour les quarts de finale des Bleus. Et puis, on souhaite aussi à Viginaldoum, dont on a parlé, de passer aussi pour les quarts de finale. Et puis, si Achraf signe, évidemment, on fait revenir Samy pour qu'on soit en majorité. Hein, avec le drapeau cette fois-ci. Ouais, ce que j'allais dire. Par contre, derrière le drapeau marocain. Sans problème. Pour enlever un peu ce fond blanc de prison. Un peu, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao.